Monsieur le maire, toute son équipe, merci d'être présent. Merci aussi de nous permettre d'effectuer cette conférence, de réaliser cette conférence au sein de ce magnifique musée. Merci beaucoup pour votre accueil. Pour ceux qui ne le savent pas encore, cette conférence donc, est consacrée au futur, au pluriel, possible de la Méditerranée à l'horizon 2050. Cette conférence s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle Corsica Prospettiva 2050. Il s'agit d'un projet qui est porté donc par l'Assemblée de Corse, auquel participent tous les groupes politiques, qui consiste à analyser les trajectoires possibles de la Corse à un horizon 2050, à mettre en débat les futurs possibles, dans une perspective qui se veut à la fois systémique, c'est-à-dire de manière globale, mais aussi multidimensionnelle, et véritablement avec le souci, non pas partisan, mais le souci citoyen, de mettre en regard les différents futurs possibles de notre île dans un contexte plus global qui est, comme vous le savez, celui de la Méditerranée, mais aussi européen. Alors, Corsica Prospettiva nous conduit à réfléchir depuis plusieurs mois sur différents scénarios qui ne sont pas encore montés pour la Corse. Il y a ici, et je les remercie, des élus aussi de l'Assemblée. L'idée est de travailler sur différents défis, celui du changement climatique notamment, qui nous est apparu comme une évidence, et une conférence a été consacrée à ce sujet il y a 2 ans. La question du développement humain et de la démographie, avec une tendance majeure qui est le vieillissement de la population insulaire, avec 2,4 seniors pour un jeune prévu à l'horizon 2040. Les questions de fracture territoriale, mais aussi de fracture économique, avec les oppositions littorales, intérieures, etc., etc. Et puis, quelle économie aussi pour 2050, sachant qu'aujourd'hui, il y a une dominante touristique qui s'impose. Nous réfléchissons aussi aux conséquences du changement global en termes technologiques. Quelles conséquences des évolutions technologiques sur la Corse et sur son économie. Et la dernière conférence, d'ailleurs, était consacrée à l'IA, souvenez-vous, qui a connu d'ailleurs un très grand succès. Et puis, enfin, une dernière problématique essentielle pour une île, qui est celle des transports. Quel transport en 2050 pour la Corse? Maritime, aérien, drone, voire autre chose. Dans 25 ans, tout est possible. Donc, au regard de ces grands défis, nous avons travaillé avec mes collègues de l'Assemblée de Corse et l'aide de différents experts sur 23 variables qui aujourd'hui ont été analysées, j'ai envie de dire, sur toutes les coutures pour identifier différentes tendances. Et le travail qui nous reste à faire dans les 3 mois qui viennent, c'est de monter des combinaisons, en gros, de tendances pour essayer d'établir des scénarios d'évolution de la Corse à 2050. Alors ce soir, comme la Corse, comme vous le savez, est dans l'espace géographique méditerranéen, nous avons en commun cette mer avec les autres pays riverains et les îles en particulier. Je ne sais pas si nos invités ont eu le loisir de voir l'île d'Elbe, donc la Toscane, qui est juste en face de Bastia. La Méditerranée, pour nous, d'abord, c'est notre environnement géographique, bien sûr, notre environnement naturel. C'est aussi une histoire commune, puisque nous avons été plusieurs siècles génois et auparavant pisans, et traversés évidemment par toutes les civilisations qui ont fait la Méditerranée. C'est aussi un environnement donc culturel, un héritage culturel qui s'exprime de différentes manières à travers la langue, la gastronomie, la production littéraire, la production chantée, la musique. Et tout ça nous fait dire que nous sommes interdépendants avec d'autres territoires méditerranéens et d'autres peuples méditerranéens. Aussi,
on ne pouvait pas se passer de solliciter des personnes et une institution qui, depuis maintenant 1977, travaillent sur la Méditerranée et en particulier sur des scénarios d'évolution de la Méditerranée. Il s'agit du plan d'action pour la Méditerranée qu'on connaît plutôt sous le vocable plan bleu, le fameux plan bleu. Les plus anciens ici ont déjà entendu parler du plan bleu de 1989, ensuite en 2005 également, et puis tout récemment, avec un travail qui va vous être présenté ce soir. Je tiens à remercier vivement nos invités qui ont fait le déplacement, même si nous avons travaillé avec une équipe plus élargie depuis plusieurs mois. Donc, Denis Lacroix, tout d'abord, qui est à ma gauche, et Héloïse Le Guirinel, c'était juste, donc, qui sont là aujourd'hui. Je tiens à les remercier, mais je tiens à remercier aussi toute l'équipe, car il y a plusieurs mois, nous les avons contactés pour leur expliquer notre travail, parce que nous étions intéressés, évidemment, à comprendre quel lien il pouvait y avoir entre les scénarios que nous allons produire sur la Corse et la connexion avec l'environnement global qu'est la Méditerranée et ses évolutions. Et au-delà d'un contenu qui va vous être présenté, qui est un contenu riche, avec les scénarios qui sont prévus déjà par le plan bleu, il y a aussi finalement un échange méthodologique qui s'opère, qui est très heureux, et pour lequel je dois remercier vraiment le plan bleu, parce qu'ils ne sont pas obligés de faire ça avec nous, pas du tout. Et ils ont été vraiment très coopératifs pour nous expliquer comment ils avaient travaillé. Alors on n'a pas, nous, à notre disposition 100 experts, hein, bien sûr, mais ce n'est pas la quantité qui compte, bien évidemment, c'est la qualité, nous n'en avons qu'une dizaine, mais la méthode, en fait, que nous utilisons, ça rime aussi avec, sur celle, du plan bleu, et donc j'en suis vraiment très heureuse. Donc ce soir, ils vont nous présenter les enjeux, les défis auxquels sera confrontée la zone méditerranéenne dans une génération, parce que finalement 2050, c'est dans 25 ans. Dans 25 ans, c'est exactement le pas de temps d'une génération. Et puis les scénarios, parce qu'ils ont déjà travaillé, donc les scénarios sont faits tels qu'ils ont été co-construits avec les partenaires, les parties prenantes. Ils vont nous expliquer comment ils ont fait et quel est le contenu de ces scénarios. Et enfin aussi peut-être évoquer les marges de manœuvre qui pourraient être envisagées pour éviter le pire. Voilà, parce qu'il y a des scénarios sympathiques et d'autres qui sont un peu plus acceptables. Donc, pour un avenir durable de la Méditerranée, moi je suis très heureuse de vous accueillir et de les accueillir pour que nous puissions réfléchir tous ensemble ce soir. Donc, la présentation va débuter avec Denis Lacroix. Je lui passe tout de suite la parole. Je pense que vous allez au pupitre. Donc, c'est à vous et on posera les questions après la deuxième présentation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir invités pour cette présentation. Et puis, ravi de voir qu'il y avait une salle très attentive. Le défi, c'est vous présenter une étude de 4 ans en 30 minutes. Donc, c'est très dense. Vous piocherez ce qui vous intéressera. Et après, on verra au fil des questions sur quoi se focaliser. Alors, là, c'est pas très, très lumineux. Vous voyez bien ? Oui. Ah. Je ne sais pas comment faire, mais bon. J'espère que... Est-ce que c'est bon. C'est mieux là ? Oui, c'est bien. Bon. Alors, j'aime bien citer un auteur méditerranéen, l'auteur du Cimetière marin. Je vais naviguer entre ce qui est trop simple et ce qui est trop compliqué, parce que ce qui est simple est généralement faux, et ce qui est compliqué est inutilisable. Vous voyez, ça c'est notre philosophie au plan bleu. Et puis j'aime bien cette phrase aussi de Churchill qui s'adresse à notre époque, à notre siècle. Prenez le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. C'est du bon sens bien britannique. Alors le plan bleu est lié structurellement à la prospective. Donc le plan bleu fait partie d'un des centres d'action régionaux du plan d'action pour la Méditerranée, le PAM, qui est lié par la Convention de Barcelone. Donc c'est un traité international. Hein, et une des spécialités du plan bleu, on ne s'occupe pas de tout, hein, mais c'est faire de la prospective, réfléchir sur le moyen long terme. Alors l'idée, c'est de
prendre du temps avec des gens compétents, des experts de toutes sortes, pour essayer de discerner quelles vont être les lignes de force qui vont structurer l'évolution des territoires, et ça sur l'ensemble des pays méditerranéens. Pas seulement les littoraux ou les îles, mais vraiment tout l'ensemble des bassins versants. Alors il faut noter aussi que c'est le 3e exercice qui a été fait, donc on a bénéficié de l'expérience acquise en 89, première grosse étude, hein, puis en 2005 et aujourd'hui donc en 2025, donc vous voyez 20 ans plus tard, à la demande donc de la Convention des parties, c'est un accord politique au départ, hein, qui a dit ça serait utile d'y réfléchir, on va mettre les moyens pour faire cette étude. Alors quels étaient les objectifs de ce travail ? Bon, le contexte général, c'est l'accélération du changement global, hein, et donc des menaces qui y sont liées. Il y a des opportunités, mais beaucoup plus de menaces que d'opportunités aujourd'hui. Donc la première chose à faire, c'était d'essayer d'anticiper les évolutions des écosystèmes méditerranéens. On part de l'environnement, puisqu'on est dedans, hein, et donc regarder sur une période pertinente comment ils risquent d'évoluer, et de regarder les conditions nécessaires à leur protection éventuelle pour le long terme. La deuxième, c'était de réfléchir à... Bon, on parle beaucoup du développement durable, c'est un peu une espèce de Graal, hein, d'objectif, d'idéal. Quels seraient les chemins de transition ? Parce qu'on est dans le quotidien, et comment aller vers ? Voilà, donc ça, c'est un point important, le mot transition. Et enfin, identifier les risques de crise et de rupture. Vous savez que les choses ne sont pas linéaires, hein. On a eu beaucoup de surprises depuis les 6 dernières années, hein. J'en cite au passage, parce que les gens souvent me disent « oui, enfin, c'est pas tant que ça ». Je ne sais pas combien de personnes auraient parié ici sur la réélection de Trump, après ce qui s'était passé au Capitole, ou sur le déclenchement de la guerre en Ukraine, ou le Covid qui a paralysé l'économie mondiale. Si j'avais cité ça il y a 6 ans, vous auriez dit c'est prospectiviste, c'est vraiment des gens très imaginatifs, bon, pour être aimable. En fait, tout ça est arrivé. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans les 20 ans à venir, il n'y aurait pas d'autres ruptures, d'autres crises du même ordre de grandeur qui viendraient impacter la Méditerranée. Et donc, c'est le travail des prospectivistes d'y réfléchir et d'intégrer ces crises et ces ruptures dans leur scénario. Sinon, ça serait un travail trop facile. Alors, 4 caractéristiques de cette étude. D'abord, c'est une étude où il y a beaucoup de monde. Elle a pris du temps, 4 ans, mais c'est un travail avec une centaine d'experts de tous les pays méditerranéens, et même des pays non méditerranéens, parce qu'ils avaient vraiment une expertise qui nous intéressait. Donc, beaucoup de monde, beaucoup de compétences agrégées, et dans une masse considérable d'études, puisque nous, on a utilisé 37 variables, ce qui, pour moi, en tant que prospectiviste professionnel, c'est un record, hein. D'habitude, on en prend moins. Mais 37, c'est monumental. Bon. Donc, un énorme travail de base au plan de la méthode prospective proprement dit. Je rappelle que c'est pas une prospective n'est pas une projection des tendances, hein. C'est vraiment un travail spécifique, hein, avec des méthodes. On suit une méthode, on peut après tracer exactement toutes les conclusions. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. C'est que si à la limite, si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions, vous imaginez un 7e scénario, eh bien, moi, je serais très désireux de parler avec vous. Vous voyez, c'est pas du tout, c'est à prendre ou à laisser, c'est ça. Donc, vous voyez, on est toujours ouvert à quelque chose qui n'a pas été vu. On a intégré, j'en ai parlé, les ruptures et les incertitudes, de manière à construire ces visions d'avenir, de manière à aller vers une Méditerranée résiliente et durable, hein, c'est ça l'objectif. Alors, la mer est considérée à l'intérieur de cette région, elle n'est pas évidemment au centre, puisque ça donne le nom même de la région, hein. Et cette mer, par contre, elle a pris de plus en plus d'importance, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un des plus grands régulateurs du changement global, la température, la concentration en CO2, etc., sont liés à la mer. Donc, et la Méditerranée, qui est 1% de l'océan mondial, joue ce rôle aussi. Et puis enfin, une approche systémique et multidimensionnelle. Trop souvent, les gens s'interrogent sur une dimension et ils veulent avoir une réponse à cette dimension-là. Or, en fait, l'approche systémique, c'est de dire tout est lié. C'est comme si vous interrogiez simplement sur la fonction d'un doigt. Eh bien, on vous expliquerait un doigt, c'est bien, mais en avoir 5 et surtout une paume, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on raisonne à l'échelle de la paume et des doigts, qui sont les disciplines, si vous voulez, ou les enjeux, et donc on les fait jouer entre eux de manière à ce qu'il y ait une cohérence. Vous voyez, on sort d'une vision disciplinaire, hein, pour aller vers une vision pluridisciplinaire. Alors, les 8 dimensions considérées, je ne vais pas tout lire, c'est simplement pour vous montrer les fameuses 37 variables, elles sont toutes là. Elles sont regroupées en 8 grands ensembles, ce qu'on appelle les composantes. On a des termes techniques spécifiques.
Donc vous avez évidemment le contexte mondial, parce que la Méditerranée, elle n'est pas en apesanteur, hein, elle est au milieu du monde. Hein. La démographie, bien évidemment, liée à l'usage des terres. Plus la pression démographique est importante, plus l'usage des terres est controversé. L'environnement, naturellement, bon, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. L'économie, c'est celui qui a le plus de facteurs. Les sociétés, j'ai mis un S à société parce qu'il n'y a pas la société, hein, les sociétés. La gouvernance, au sens habituel du terme, et la géopolitique mondiale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs, hein, qui déterminent l'évolution, qui vont déterminer l'évolution de la Méditerranée, et puis la science et la technologie. Donc vous voyez, avec ça, on a balayé à peu près tous les leviers qui vont faire évoluer notre région et les identifier, les comprendre, regarder les tendances lourdes, évaluer les hypothèses, regarder dans quelle mesure ils vont varier, un peu, beaucoup, énormément, voire changer complètement. Ça, c'est le travail des experts pendant 2 ans. Voyez, et ils ont rendu, chaque groupe d'experts a rendu pour chaque fiche un dossier d'une 15aine de pages. Hein, donc vous voyez, c'est du lourd, comme on dit. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le passé, faire de ce qu'on appelle la rétroprospective. Finalement, dans les études précédentes, est-ce qu'on s'était beaucoup trompé ou est-ce que finalement on avait bien vu des choses? Alors, c'est nuancé. On a vu des choses très bien, comme par exemple, ce qui s'est vérifié au fil de ces 3 études, hein, avec les deux études, la demande croissante en eau, ça c'est pas un scoop, et ça continue. Bon, donc là, une chose absolument certaine, c'est que ça va être un véritable enjeu, l'urbanisation en croissance, l'usage généralisé des pesticides, et la hausse du tourisme, bon, ça, c'était des choses qui étaient déjà détectées en 89. Mal décerné, les printemps arabes, le développement d'Internet. Alors, Internet, on est complètement sous-estimé. On dit ça va être bien pratique pour communiquer. Oui, ça va être une super téléphone. En fait, ça bouleverse nos relations par rapport à l'information. Et les réseaux sociaux qui sont devenus, dans certains cas, exagérément envahissants. Et puis, l'essor de l'aquaculture, on pensait que ça resterait marginal. En réalité, c'est devenu un apport considérable par rapport à la pêche, bien supérieur à la pêche d'ailleurs. Surestimer la demande en énergie, on a commencé à une certaine forme de sobriété. Les émissions de CO2, bon, bien qu'elles restent extrêmement préoccupantes, et la baisse du nombre d'agriculteurs. Mais ça dépend des pays. Sous-estimer la vitesse du changement climatique. Alors ça, c'est très important. J'ai surligné en jaune les choses les plus importantes. On ne pensait pas que ça serait une accélération. Notre esprit est souvent structuré de manière à raisonner en linéaire. On dit, si pendant 10 ans, on a eu un dixième de degré en plus, dans les 10 prochaines années, il y aura un autre dixième degré. Eh bien non, c'est faux. Hein, ça sera 1,1, enfin 0,11, quoi, et non pas 1. Donc, il faut s'habituer à ça. Le freinage de la natalité, bon là, il a été sous-estimé aussi. En fait, là, ce qu'on appelle la transition démographique a été plus rapide dans certains pays, notamment au sud, notamment en Tunisie. Et puis la densité humaine côtière, on pensait que ça atteindrait des pics, comme ça a été par exemple le cas sur la côte sud de l'Espagne. Et en fait, ça n'a pas été aussi catastrophique que imaginé. Donc, on en a tiré 2 conclusions très importantes. D'abord, méfiez-vous des projections trop linéaires. Quand on fait de la prospective, bien sûr, il faut tenir compte des tendances lourdes. Mais ces tendances peuvent être infléchies à la baisse comme à la hausse. Donc, c'est très important d'intégrer ça. Et deuxièmement, des scénarios trop peu ouverts aux ruptures. On est un peu dans notre zone de confort. Donc, le métier de prospectiviste, c'est quelqu'un qui fait des cauchemars de temps en temps et qui les intègre dans les choses qui peuvent arriver. Et ça permet de voir aussi si les scénarios qu'on construit sont robustes ou pas. Est-ce qu'ils résistent à une crise un peu sérieuse ou est-ce que le scénario part en vrille? S'il part en vrille, c'est qu'il est mal construit. Donc, on le laisse tomber et on le teste de manière à voir la robustesse des scénarios. Donc, vous voyez, c'est tout un métier, en fait, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat intellectuel. Alors, les grandes tendances. Là, on est dans, après vous avoir dit que tout n'est pas linéaire, il y a quand même des grandes tendances dont il faut tenir compte. La première, c'est celle du climat, tout le monde le connaît. Vous suivez peut-être l'actualité avec la conférence de Belém actuellement. On sait qu'on est mal parti parce qu'on ne fait pas les efforts nécessaires et donc on ira vers une évolution, une accélération du changement climatique. On estime que ça sera de l'ordre de plus de 2,3 degrés d'ici 2050, alors qu'on espérait plus 1,5. Bon, ça, c'est un doux rêve. Hein. Donc, et des vagues de chaleur, ça, vous en avez déjà connu. Moi, à Montpellier, on a connu le pic il y a 2 ans.
la hausse du niveau de la mer, estimée à 40 cm. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la valeur absolue, c'est la dynamique qu'il y a derrière. Et donc, elle est toujours en accélération, jusqu'à la fin du siècle d'ailleurs, à peu près. Donc, ce qui est surligné en jaune, ce qui était prévu il y a 20 ans pour 2100, se réalisera dès 2050. C'est pour vous dire à quel point on avait sous-estimé ces éléments-là. Donc, il ne faut pas se faire des films, hein. Il faut essayer de coller au réel. Le meilleur discours scientifique sur ces sujets-là, c'est quand même le GIEC. Hein. C'est une concentration de scientifiques qui ne font que ça, de tous les pays, de toutes les universités. Et donc, l'opinion personnelle de certains présidents en exercice me paraît tout à fait légère par rapport à ce que disent 6000 scientifiques qui travaillent dessus depuis un quart de siècle. Voilà, je dis ça au passage. Donc, la démographie, elle est achevée pour les 2/3 des pays, mais pas dans tous les pays. Il y a encore des effets d'inertie. Hein. Vous savez que la transition démographique est équilibrée à 2,05 enfants en moyenne par femme. Ça a été très élevé dans certains pays, notamment en Égypte. Je vous donne l'exemple de l'Égypte. 106 millions d'habitants, 1 million d'habitants de plus tous les 9 mois. Voilà. Je vous laisse, ça calme. Hein. Donc, si on avait ça en France, ça serait déjà compliqué. 1 million d'habitants de plus tous les 9 mois. Donc voilà. C'est pour vous dire les problèmes auxquels fait face l'Égypte. Bon, alors en Maroc, en Algérie, en Tunisie, on a commencé à décélérer, mais il n'empêche que c'est quand même des populations, en dehors de la Tunisie, en croissance. Donc il faut en tenir compte. Hein. La Turquie, ça décélère aussi, etc. Grosso modo, la rive nord vieillit, hein, malheureusement, nous le savons, hein, et la rive sud grandit encore, mais en décélérant. Et ça, c'est quasiment inarrêtable. Hein. Bon. Donc, il faut en tenir compte. On est déjà à 520 millions, on devrait aller entre 630 et 690. Donc, vous voyez, il faut rajouter quand même 20 à 30% en plus. La transition urbaine, on n'arrête pas les villes. Hein, ça, c'est un phénomène mondial, c'est assez normal, avec quelques exceptions, notamment en Égypte, en Turquie. Mais il n'empêche que les villes continuent à croître et elles se concentrent sur la zone côtière. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme plus agréable, plus intéressant, c'est plus près des échanges. Il y a l'effet modérateur de la mer, etc. Donc, il y a une pression foncière considérable sur les côtes. Et donc, ça, c'est un phénomène qui est quasiment inarrêtable. Ça, c'est des tendances hyper lourdes, hein, ce qu'on appelle megatrends en anglais. Hein, donc, il faut en tenir compte. La suite des 6 grandes tendances, la mer, elle subit ce qu'on appelle une tropicalisation. Le terme est extrêmement simple. Hein. Les espèces de la mer Rouge, elles se trouvent de mieux en mieux en Méditerranée. J'aurai un schéma tout à l'heure pour montrer ça. Et donc, petit à petit, on passe d'une mer qui était considérée au plan climatique comme tempérée, climat tempéré chaud, dit méditerranéen, à un climat tropical. Voilà. Donc on voit apparaître des céréales comme le sorgho. Voilà, le sorgho, ça acclimate très bien en Méditerranée. Le sorgho, c'est une plante qui est sahélienne à l'origine. Sauf que, on va faire de moins en moins de maïs et de plus en plus de sorgho parce qu'il fait trop chaud. De plus en plus d'espèces natives. Sur les 6000 espèces identifiées, il y en a à peu près un dixième qui sont non autochtones. Elles arrivent de l'extérieur, soit par Gibraltar, là je parle de la mer, hein, soit par le canal de Suez, soit par le déballastage des navires qui transportent évidemment des milliards de cellules de phyto et zooplancton. Alors on le voit, les proliférations de méduses, les réductions d'herbiers à poisonnies, la destruction des récifs coralliens, ne serait-ce parce que la mer s'acidifie, etc. Donc ça, c'est des choses connues, assez bien documentées, assez bien étudiées, mais on n'a pas toujours les moyens on n'a pas les moyens de pouvoir freiner ça, puisque c'est un milieu énorme, agité de courants, et la mer a cette particularité. Autant sur la terre, on peut essayer d'intervenir, en mer, on ne peut rien faire. Donc les courants distribuent autour de la Méditerranée et on n'arrête pas ces flux-là. L'eau, un dernier point très important. Ici en Corse, peut-être qu'on est moins angoissé par ça parce qu'il y a quand même des montagnes et un régime hydrique qui est très contrasté, mais il n'empêche qu'il y a des réserves en eau. Mais il y a des pays pour lesquels c'est vraiment aigu comme danger. Hein, et donc ce stress, il était à 180 millions de personnes concernées en 2020. Eh bien, aujourd'hui, on projette à 290 millions. Vous voyez, c'est énorme, hein, donc les gens concernés par ça. Donc je dirais que le problème numéro 1 de la Méditerranée dans les 25 ans à venir, c'est la gestion de l'eau. Alors vous allez me dire, oui, mais on pourrait peut-être commencer par éviter les fuites. Ça, c'est une très bonne remarque, parce qu'un tiers de l'eau qui est distribuée est perdue. Donc, vous voyez, déjà, il y a du travail de ce côté-là. L'IA va nous aider là-dessus. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, parce que
Vous aurez les documents, ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Il n'empêche que la prospective, ce n'est pas seulement la réflexion avec des méthodes sur la construction de scénarios. D'ailleurs, je rappelle, la méthode des scénarios, c'est une des méthodes de prospective. Ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup de méthodes de prospective. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est d'en utiliser plusieurs et de voir si leurs conclusions se croisent sur les mêmes résultats. Et si elles se croisent sur les mêmes résultats, ça veut dire que c'est très robuste. Ça veut dire qu'il y a un noyau dur de conclusions qui résiste à toutes les méthodes. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours le même. Alors qu'on peut penser que c'est quelque chose de chaotique, et bien à l'intérieur du chaos, il y a ce qu'on appelle des attracteurs étranges, c'est-à-dire des choses qui se retrouvent systématiquement. Et c'est ce qu'on essaye de trouver lors des études en variant les angles de vue. Alors là-dedans, vous voyez un petit peu les valeurs en 2020 à gauche, en rouge, et puis les valeurs en 2050. Alors vous retrouvez les mots comme tropicalisation, le problème de la pollution plastique. On estime que si on continue comme ça, à ne pas faire d'efforts, on a 8 fois la moyenne mondiale de pollution de plastique. 8 fois la moyenne mondiale, on s'en passerait. Et ça risque d'être augmenté encore, de 2 à 3 fois. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait sérieux. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on n'a rien pour remplacer le plastique. Et puis donc les pénuries-d'eau, j'en ai parlé, des problèmes de pêche et d'aquaculture. Bon là aussi, la pêche, elle va stagner, voire régresser. Tous les modèles de simulation, de modélisation de la biomasse dans les océans, sous contrainte de changement climatique, ils sont tous à la baisse. Tous. Donc, comme dans le même temps, vous avez une augmentation de la population, une augmentation de la consommation moyenne par habitant, au niveau mondial, c'est 20 kilos par habitant et par an. Voilà. Alors, dans certains pays, les gens désirent manger plus de poissons, sortir du régime carné terrestre, et donc la demande augmente. Voilà. Et la seule manière de combler cette demande, puisque la pêche ne suffit pas, voire régresse, c'est l'aquaculture. Mais pas n'importe quelle aquaculture. On pourra en reparler après. La population, j'en ai parlé, le climat aussi, donc vous avez beaucoup d'éléments. Juste une petite carte qui est spectaculaire. Alors malheureusement, on ne voit pas très bien. Enfin, grosso modo, vous devinez que l'échelle de couleur, c'est quand c'est blanc, c'est neutre. Quand c'est jaune, eh bien, vous avez un risque d'aggravation faible. Orange, ça commence à clignoter. Et rouge, jusqu'à brun, c'est franchement sérieux. Et là, vous voyez, pratiquement la totalité du pourtour méditerranéen est concernée. Il y a quelques régions qui y échappent encore. Vous y échappez. D'ailleurs, vous avez vu, la Corse est en jaune. Mais bon, il y a beaucoup de régions qui sont franchement en situation grave. Donc ça va être un véritable enjeu. Et mettre des usines de dessalement d'eau de mer au bord du littoral, c'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Ça marche, mais ça consomme du gaz et du pétrole. Donc ça émet du CO2, donc on peut peut-être mieux faire. La montée du niveau de la mer aussi va être très importante. 50% des 46 000 km de côte méditerranéenne, donc ouais, vous voyez, c'est quand même pas mal, c'est plus que la circonférence de la Terre, eh bien, sont en zone sédimentaire. D'accord ? Donc c'est elles qui sont vulnérables, et notamment tous les deltas. Alors ici, on voit par exemple, à cause de cette montée du niveau de la mer, donc l'exemple du delta de l'Èbre, vous avez 2 photos, on voit bien que de plus en plus, l'eau monte dans ce delta, et comme en plus c'est le seul grand fleuve d'Espagne, et qui démarre en Galice, il a plus de 1000 km de long, donc tout le monde prélève, et à la fin, il n'y a pratiquement plus d'eau douce. Donc la mer peut monter d'autant plus facilement. La même chose pour l'Égypte. Vous voyez, l'Égypte est un don du Nil, donc comme disait Hérodote il y a 40 siècles. Donc voilà, les sources du Nil sont ici, voilà le delta du Nil ici, vous voyez la retranscription là, et il y a qu'il y a 4% du débit du Nil qui atteint la mer. 4%. Donc vous voyez, c'est presque rien. Alors que c'est un fleuve considérable, eh bien, il n'y a presque rien qui arrive à la mer. Pourquoi ? Parce que les 106 millions d'Égyptiens, plus le cheptel, plus toutes les usines qui consomment ça, plus l'évaporation dans les lacs, etc. Résultat, comme vous avez moins d'eau qui arrive sur les terres plates, les terres sédimentaires du bas delta du Nil, eh bien, le Nil descend, puisque c'est comme une éponge qui sèche, elle se rapetisse, et puis la mer rentre. Voilà. Donc ça a des conséquences considérables. Donc, vous voyez, le nombre de sites qui sont concernés, bien évidemment, nous, la grande vulnérabilité, c'est l'Occitanie et la Camargue. Bon, à la fin du siècle, la mer remontera jusqu'à Arles. Voilà. On refera la carte de la France. La plaine du Pô, qui est extrêmement vulnérable, une très vaste surface. Après, il y a peu de grands bassins versants. Il y a du côté de Thessalonique, évidemment, et puis quelques fleuves locaux. Donc, vous voyez, c'est un vrai enjeu. Un changement climatique illustré par quelque chose de très simple.
Donc ça, c'est la situation des moyennes thermiques en Méditerranée. Donc vous voyez un gradient qui va du jaune, alors le jaune c'est ici la température, hein, vers la température en été de 22 jusqu'au bleu, là on est dans le bleu. Et puis l'évolution, ça c'est les changements, enfin la situation entre 86 et 2015. Alors les deux graphes à gauche vous montrent en vert la production de bars d'élevage, hein, de loups, comme on dit en Méditerranée, et puis à droite ici la partie rouge. Donc vous voyez la Méditerranée Est qui bénéficie de températures favorables à un développement fort de l'aquaculture. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les poissons ne régulent pas leur température, donc ils sont corrélés à l'augmentation de température. D'accord ? Vous voyez le sens du graphe ? Là et là. Ça, c'est sur la période 86-2015. Alors, vous allez vous dire, la prospective va me servir à me projeter dans le futur. Donc, regardez bien ce graphe et ce qui va suivre. Voilà, ça, c'est la position des fermes qui existent, et ça, c'est pour la période 2030-2060. Donc, vous voyez, il n'y a presque plus rien en bleu foncé, et le jaune, le vert, le bleu-vert aussi a gagné considérablement. Et sur la fin du siècle, c'est encore plus spectaculaire, puisque voilà, le jaune occupe maintenant la moitié de la Méditerranée, et même la Corse est rentrée dans une zone, pourtant, malgré des accords profonds, hein, eh bien, rentre dans une zone où elle est beaucoup plus tempérée. Donc, vous voyez, c'est spectaculaire. Donc, du coup, vous pouvez corréler ça au potentiel de croissance de l'aquaculture, qui est corrélé directement avec la température. Et donc, vous allez voir un déplacement du potentiel de développement du sud-est vers le nord-ouest. Donc, voilà ce genre d'études. Ça, c'est une étude menée par mes collègues de Palavas-les-Flots à Ifremer, et donc qui montre clairement cette évolution. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas tellement concerné par le développement de l'aquaculture à la fin du siècle. Ça, je peux comprendre. Mais il n'empêche que ce phénomène-là, j'ai pris une espèce bien contrôlée, mais il affecte toutes les autres espèces. Et vous imaginez aisément que ça, qui concernait principalement la mer Rouge, eh bien, il va y avoir la même évolution sur des décennies, et probablement plus vite qu'on ne le pensait. Alors ça, c'est un phénomène lent, durable, avec des masses d'eau énormes. Par contre, il peut y avoir des pics, notamment dans des zones lagunaires, peu profondes, avec des canicules marines. Aucune lagune ne résistera à plus de 3 semaines de température au-dessus de 35 degrés. Et donc, à ce moment-là, vous risquez de perdre l'écosystème lié aux lagunes. Et je dis ça aussi parce qu'il y a une lagune juste à côté, hein, et qui a beaucoup de valeur, qui fait de la conchyliculture, etc. Donc, anticiper ce type de phénomène est très important. Alors, on va avancer sur un monde de changement et de ruptures potentielles. J'en ai parlé. Alors, là non plus, je ne vais pas vous faire la liste de ce qui a été écrit. On a pris plusieurs catégories. En géopolitique, par exemple, nous avons imaginé avec les experts des mouvements vers la paix au Moyen-Orient. Vous voyez que c'est des vraies ruptures. Ou au contraire, la récurrence de nombreux conflits locaux, un marché commun méditerranéen, pourquoi pas, hein, une intégration verticale UE-Méditerranée-Afrique. Alors c'est un vrai rêve, ça. Hein. Et un Parlement méditerranéen écouté et efficace. Vous voyez, on n'a pas peur de faire des hypothèses sur l'avenir. Bon, en climat et énergie, ben, vous avez un mélange aussi de ruptures positives et négatives, hein, donc il faut jouer le jeu. Et en climat et énergie, l'accélération du changement climatique avec des points de bascule dans certains écosystèmes, un réseau solaire méditerranéen, etc. Je ne vais pas développer, simplement vous le verrez dans le document qui vous aurez accès. Hein. Société, économie, technologie et la mer elle-même. Donc, dans tous ces domaines, on a demandé aux experts, à des seniors comme à des juniors, de réfléchir en disant qu'est-ce que vous voyez comme rupture potentielle. Et donc, on intègre tout ça dans l'analyse. Donc, c'est un exercice intellectuel assez sophistiqué, puisqu'on a à la fois des choses qui sont déductives et des choses qui sont inductives. On croise les deux et on regarde comment tout ça réagit. Alors, le processus, justement, je vais en dire 2 mots. Donc, on a commencé, d'abord une méga bibliographie. Maintenant, on a de plus en plus d'outils pour faire ça, via l'IA. Mais à l'époque, quand on a démarré, on n'avait pas ce genre d'outils, donc on lit beaucoup. Un bon prospectiviste, c'est quelqu'un qui lit vite et qui aime lire. Hein, et il ne lit pas avec un ventilateur. Hein, donc, il lit avec attention. On a consulté 50 experts seniors dans tous les domaines. L'important, c'est d'avoir écouté des gens qui savent, les sachants, des gens qui ont plusieurs décennies d'expérience dans tous les domaines. On va les interviewer, on prend en note, on leur demande de livrer leur vision des choses. Et le croisement de 50 visions d'experts au nord, à l'est et au sud de la Méditerranée, je peux vous dire que c'est passionnant, parce que ça nous décentre complètement de notre vision. Nous avons forcément une vision du doigt, hein,
Et il faut que je fasse attention avec ma main, donc quand même. Donc vision digitale, alors que là, il faut voir ça comme un tout. On a également écouté les jeunes. Alors les jeunes sont souvent assez angoissés actuellement. Alors déjà, ça leur fait du bien qu'on les écoute. Alors, c'est trivial, mais bon, c'est pas de la psychanalyse. Mais c'est le fait d'être écouté, c'est un bon point. Après, on leur dit, mais comment vous voyez l'avenir de la Méditerranée? Parce que finalement, les jeunes, c'est eux qui seront aux manettes dans 20 ans. Donc s'ils sont bien formés, ils prendront des décisions mieux éclairées. Vous voyez, c'est de la pédagogie de long terme. Et on a croisé les deux. Voilà. Quels seront les défis de la Méditerranée? On a rejoint votre approche. Finalement, quels sont les enjeux clés qu'il va falloir traiter? Après, on a utilisé la méthode des scénarios. Alors, une des méthodes des scénarios, il y en a 8. Bon, je ne vais pas faire un cours de prospective, mais c'est assez ouvert. Nous avons utilisé la méthode classique DGES, qui est basée sur le fait que DGES est un acronyme de démographie, environnement, gouvernance, économie, société et technologie. Voilà les 6 grands facteurs. On a rajouté contexte international, donc enfin 7, avec lequel on raisonne, avec des micros puis des macro-scénarios, à 12 étages. Bon, ça, c'est une méthode assez lourde, assez complexe, mais ça fonctionne très bien. Et puis l'autre, c'est la construction par la hiérarchie des facteurs moteurs. C'est notre méthode. Alors, ce qui était très amusant, c'est qu'on a fait ça pendant 2 jours à Montpellier, et il y a eu 2 groupes séparés qui ont travaillé, et à la fin, on a mis en commun les scénarios. On a produit 17 scénarios. Et donc, on a regardé si on avait trouvé les mêmes scénarios par 2 méthodes différentes. Et il y en a 6 qui sont sortis. Et c'est ces 6 que je vais vous présenter, qu'on va vous présenter par Héloïse. Donc, on a croisé tout ça et on a obtenu ces 6 scénarios communs majeurs qu'après, on a testé, comme je l'ai expliqué, avec des ruptures pour voir s'ils encaissaient bien tout ce qu'on avait anticipé comme heurts et malheurs. Et donc, ils ont résisté. Donc, on les a conservés. Et c'est ceux qu'on va vous présenter maintenant. À toi, Héloïse. Merci beaucoup, Denis, pour cette bonne introduction de la méthodologie et des enjeux et de tout le travail important qu'a réalisé le Plan Bleu. Je vais désormais vous présenter rapidement les scénarios. Alors, je suis désolée, on va commencer par les 3 premiers scénarios qui sont assez déprimants, mais... Donc il faut un peu vous accrocher, je suis désolée, j'ai pas d'antidépresseur avec moi, mais ça va aller. Et après, on ira quand même vers des scénarios plus positifs, un peu d'espoir, parce que certes, il faut qu'on ait un peu peur pour pouvoir réagir, mais on a aussi besoin d'avoir une vision un peu positive pour nous mettre en mouvement et pas rester dans une inertie. En parlant d'inertie, on va commencer avec le scénario 1. Globalement, le scénario 1, c'est le statu quo, business as usual. On suit la tendance actuelle. Ce qui conduit à une forte dégradation environnementale et également une marginalisation de la Méditerranée au sein du contexte mondial qui est notamment marqué par les États-Unis et la Chine qui dominent véritablement cette scène internationale, notamment avec les questions économiques et du numérique. On va avoir du coup au niveau du climat des effets catastrophiques. Vous pouvez le voir, plus 2,3 degrés en 2050. On a des conflits géopolitiques. Globalement, tout est dans le titre. Inertie, personne ne bouge. On a quand même quelques actions qui sont mises en place, mais dans des secteurs clés, dans des secteurs essentiels comme l'eau et l'énergie, avec toutes les questions, par exemple, de désalinisation, de dessalement. Marginalisation, comme je l'ai dit, la Méditerranée est marginalisée au sein de la scène internationale. Mais on a quand même quelques mesures pragmatiques, donc notamment s'adapter aux incertitudes, mais toujours avec cette idée de souveraineté, de repli sur soi. On n'est pas du tout dans une idée de coopération ici. Faire face au stress hydrique, comme je l'ai dit, avec les questions de désalinisation. Et on est vraiment sur des politiques très, très, très court-termistes. Bon, le scénario 2 est catastrophique au début, mais pour aller vers des changements. Donc la différence le scénario A, globalement, on reste sur la même tendance. On ne fait pas grand-chose. Le scénario 2, on va avoir un enchaînement de catastrophes et de crises, ce qui va forcer en fait les sociétés à différents niveaux à agir, tout simplement parce qu'il n'y aura pas le choix. Et on va devoir trouver des moyens
et développer des réseaux de résilience. Donc on va avoir un emballement, dépassement de plusieurs points de basculement, tipping point, un risque de crise économique, forcément aussi un contexte géopolitique très tendu, ce qui en soi est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais disons que ça va pas en s'arrangeant. Et on réalise qu'il y a également une défaillance des politiques publiques, c'est-à-dire qu'en plus, dans ce contexte, au niveau des individus, ils ne font plus du tout confiance aux institutions pour faire face, que ce soit au niveau régional, national et encore plus international, ce qui pour nous, issus de la Convention de Barcelone, mais même pour vous aussi, est assez compliqué. On va du coup forcément au niveau des conséquences avoir une aggravation des catastrophes environnementales, une instabilité économique avec un repli sur soi et l'incapacité des politiques à gérer les crises. Mais dans ce contexte, on va avoir deux possibilités pour réagir. Justement, les sociétés, certaines communautés, soit au niveau vraiment familial, territorial, ethnique, ou au niveau régional, comme par exemple l'Assemblée de Corse est un très très bon exemple à ce niveau-là de regroupement au niveau régional. Donc une mobilisation et tisser un réseau de résilience pour agir face à ces crises. Et sinon, ça c'est le côté moins positif, on voit l'émergence des régimes autoritaires qui peuvent se mettre en place. C'est un peu les deux facettes pour faire face à cet emballement de crise. Ensuite, donc le scénario 3, celui-ci est beaucoup plus centré sur l'économie. Je sais que ça intéresse beaucoup ici, notamment Corinne et Madame la Présidente, ayant vous deux un doctorat en économie. Ce sera un peu le même dans le scénario 4, mais cette fois dans un aspect positif. Donc, dans le scénario 3, la priorité est donnée à la croissance économique, à des investissements, mais toujours dans le même modèle qu'aujourd'hui. On va avoir du coup une exploitation très très importante des ressources naturelles, des rentes, et on va voir en fait que certains partenariats vont se créer, mais pas forcément autour de la Méditerranée. Ce sera toujours dans une logique de marché. Et certains pays, notamment par exemple le Maroc, vont plutôt se tourner vers l'Afrique, d'autres vont se tourner vers l'Asie, mais ce ne sera pas centré autour d'un partenariat euro-méditerranéen. Et donc on assiste vraiment à une fragmentation de la Méditerranée avec une dégradation de l'environnement absolument catastrophique. On a quand même quelques modes d'action encore tournés vers les services les plus importants, donc notamment les services urbains, l'eau et tout ce qui est question énergétique, encore dans une logique court-termiste. Voilà, j'espère que vous allez bien. On passe au scénario positif. C'est bon, bravo. On est encore cette fois, donc ça, celui-ci c'est un partenariat euro-méditerranéen pour une transition bleu-verte. Donc c'est à l'initiative de l'Union européenne qui possède énormément de fonds et de possibilités d'investissement, mais tournée vers une transition écologique et énergétique. Ça va se dérouler en 3 temps. Donc déjà on va avoir des projets réussi. On peut déjà, en soi, ce scénario est possible. On voit bien qu'il y a des projets Interreg, Euromed, au sein, même DexMed maintenant, qui englobe tout le pourtour presque tout le pourtour du bassin méditerranéen. Et donc, on va dire ces projets sont réussis, on voit une efficacité, ce qui conduit après à l'extension du Green Deal européen au reste de la Méditerranée, ce qui permet ensuite d'avoir un marché commun méditerranéen. On est vraiment sur une collaboration, mais par l'impulsion de l'Union européenne, qui va énormément investir dans tout ce qui est numérique, énergie, économie bleue, voilà, beaucoup de financement dans ces domaines, ce qui permet d'atteindre la neutralité carbone en 2050 pour la majorité des pays du pourtour méditerranéen. Voilà, donc au niveau des instruments, on a des incitations économiques à l'innovation,
des formations à la transition, politique de réindustrialisation et planification énergétique. On passe au scénario 5, qui a un peu... On n'est pas censé avoir de préféré, mais j'avoue que celui-ci, je l'aime bien parce qu'il résonne juste particulièrement avec mon état d'esprit, parce que c'est un autre modèle, mais qui est spécifiquement méditerranéen. Cette fois, ce n'est pas l'Union européenne qui impulse l'idée, c'est vraiment tous les pays méditerranéens. Et quand je dis tous les pays méditerranéens, j'inclus forcément la Corse, la Sicile, qui ont des fois forcément des enjeux un peu différents des territoires métropolitains. Donc on travaille vraiment tous ensemble. En fait, on réalise qu'il y a des impasses à réagir de façon unilatérale ou bilatérale. Et donc, face à un certain attentisme, face à plusieurs catastrophes, on réalise qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on développe un modèle qui est le nôtre, avec des défis qui nous sont propres. Denis a parlé du stress hydrique. Pour avoir déjà été dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen, c'est vraiment, s'il y a bien un truc qu'on a en commun, on en a plein d'autres, mais ce qui revient énormément, en tout cas en tant qu'enjeux environnementaux, c'est le stress hydrique. Faut savoir quand même que le contexte international est favorable pour cela. Denis en a très bien parlé, la Méditerranée ne flotte pas comme ça. On n'a pas encore trouvé de moyen d'avoir des cités volantes, la Méditerranée n'en fait pas partie. Et donc forcément, il faut avoir un contexte quand même international favorable. Si on a des guerres partout dans le monde, la Méditerranée est forcément impactée à un moment. De même pour le changement climatique. Lorsqu'on a une augmentation des températures, ce n'est pas la Méditerranée sous sa cloche qui n'est pas impactée. On va du coup avoir plusieurs choses qui vont se mettre en place. On va avoir des échanges d'expériences entre les différentes rives de la Méditerranée, et pas seulement du nord au sud. Et on va avoir de nouvelles institutions qui vont être créées avec une coopération vraiment plus importante entre les régions. Ce qui permet du coup en 2050 d'avoir une priorité qui est donnée à l'adaptation au changement climatique, au respect des limites écologiques. Et ce qui est différent par rapport au scénario précédent, qui met plus l'accent sur l'investissement, la technologie, c'est que là on va revenir un peu sur les solutions fondées sur la nature, voire même ce qu'on peut appeler les solutions fondées sur la culture, dans le sens où on va revenir des fois à certains modes urbains un peu vernaculaires qui sont plus adaptés au changement climatique que certains autres modèles. Voilà. Et forcément, dans ce scénario, on garde l'identité culturelle et nationale des pays, tout en essayant d'agir ensemble pour protéger la mer dont nous dépendons tous. En parlant de tous, ensemble, le dernier scénario, cette fois, met en avant le fait que la Méditerranée soit un bien commun, mais pas un bien commun mondial juste pour les pays riverains, mais un bien commun mondial. En fait, ce qu'il se passe ici, c'est que ce scénario va majoritairement être impulsé par tout ce qui est médias, société civile, ONG. Il réalise que les pays ne bougent pas. Et il va du coup avoir une mobilisation très, 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 très forte sur la scène internationale. Et c'est la scène internationale qui va décider, dans un contexte très favorable de reconnaissance des droits à la nature, etc., de déclarer la mer Méditerranée comme un bien commun mondial. Ce qui va conduire à la mise en place d'une structure mi-publique, mi-privée de gestion de biens communs, et un relais très important au sein des acteurs territoriaux et des sociétés civiles. Donc, c'est impulsé par l'international, mais on a vraiment un rôle très, très important sur le terrain des sociétés civiles et des territoires. Ce qui est très important dans ce scénario, c'est qu'il a vraiment une dimension intégrée. C'est ce qu'on aime beaucoup. Enfin, j'étais au Liban il y a 2 semaines, et pour la région de Damour, ils essayent de mettre en place un plan de gestion côtière intégré, dans le sens où ça prend aussi les questions de l'eau. Et c'est tout l'intérêt de ce scénario, c'est que le cycle de l'eau est vraiment mis comme le fil rouge,
C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste en compte la mer, on prend en compte les fleuves, les bassins versants. C'est vraiment tout le cycle de l'eau qui est mis sous protection, et c'est une protection qui est ici stricte, avec des taxes d'usage, des réactions pour le tourisme, plusieurs programmes pour essayer de protéger cela au mieux. Voilà, je vais laisser Denis conclure, et je pourrais peut-être dire un mot après pour les chemins de transition. Là, je reste à côté. Voilà, donc on a conscience du fait que c'est un peu un Niagara d'informations, mais bon, j'espère que vous surnagez quand même. Et puis c'est pour vous montrer qu'en fait c'est une étude extrêmement riche, hein, le document complet est là, et c'est aussi une manière d'ouvrir le champ des possibles à la réflexion, à l'imaginaire aussi, hein, parce que quelquefois il y a des situations qu'on ne voit pas du tout, et on a volontairement souhaité contraster des scénarios. Des scénarios intéressants, c'est ceux qui vont... Alors, on ne dit pas du pire au meilleur, parce qu'en fait, ils ne se situent pas tous de la même manière. Le scénario 2, par exemple, crise et adaptation forcée, il peut paraître le pire. En fait, il ne l'est pas, parce qu'on réagit. Donc, le fait de réagir, c'est une bonne chose en soi. Mais si on peut faire l'économie des crises, ça serait mieux quand même, hein. Donc, d'où les 3 derniers scénarios qui essayent justement d'anticiper pour ça. Alors, les conclusions, vous les avez... Une partie sont déjà dans votre tête, hein. La première, c'est... On n'aime pas jouer les catastrophistes, mais la situation de la Méditerranée d'ici 2050 sera plus alarmante qu'aujourd'hui. Bon, pour l'instant, on mange notre pain blanc, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des changements, mais ils ne nous impactent pas vraiment directement. S'il y a eu une canicule en France qui a fait beaucoup de mal, qui avait 15 000 morts, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, hein, il y a, au début des années 2000, hein, 2003. Voilà. 15 000 morts en France, 3 000 en Espagne. Cherchez l'erreur. Parce que les personnes isolées, on ne s'en occupait pas pendant l'été en France. Alors qu'en Espagne, on ne laisse pas les vieux tout seuls. Bon, c'est un peu schématique ce que je dis, mais enfin, ça ressemble à ça. Donc depuis, on a fait des progrès quand même. Mais il n'empêche, hein, 15 000 morts, bon, des canicules avec des milliers de morts, on en aura d'autres. Hein. C'est pas très gai de dire ça, mais bon, à l'échelle de l'Europe, parce que tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc c'est des choses qu'il faut savoir. La situation ne va pas s'améliorer, en tout cas pas dans les décennies proches à venir. Bon. Je ne vous dors pas la pilule, hein, franchement. Donc, en plus, on sera encore plus vulnérable parce qu'il y a d'autres pressions externes qui viennent. Bon, les turbulences, la situation géopolitique mondiale, les influences de gens qui, théoriquement, nous veuillent du bien, en fait, bon, sur le terrain, c'est à voir de plus près. Le changement climatique, comme vous le savez, on est en avance de phase par rapport au reste du monde, donc ça change plus vite en Méditerranée que dans le reste des continents, avec l'Arctique. Hein. L'Arctique, ça va très vite aussi. Donc, il va falloir des solutions plutôt disruptives, hein, des solutions de changements radicaux. Or, en général, les gens, pas seulement les citoyens, mais les hommes politiques, ils évitent les situations de rupture. Pourquoi ? Parce que c'est coûteux. C'est coûteux en termes de choix, c'est coûteux en termes de perte d'illusion. Hein. Rien n'est plus triste que la mort d'une illusion, hein, disait Valérie. Donc, voilà. Mais en même temps, on ne vit pas d'illusion, on vit de réalité. Donc, il faut bien préparer des choses qui vont coûter, qui devront être changées. Le risque de crise grave, hein, et d'effondrements locaux ne peut pas être écarté. Alors ça, en tant que biologiste, que scientifique, je suis obligé de dire cette phrase. Ça ne me fait pas très plaisir, mais je suis obligé de le dire. Et donc, quand ça arrivera, on ne pourra pas dire « Ah ben attendez, on ne s'y attendait pas ». Hein, c'est comme la crise du Covid, personne ne l'avait anticipé, a dit un personnage célèbre. Voilà. En réalité, les épidémiologistes répétaient depuis des années que c'était potentiellement sur la tête de l'humanité, parce qu'il y a tellement d'échanges, notamment via les avions, hein, que les virus circulent encore plus vite que les touristes. Hein, donc voilà. Nous, on est vulnérables. On accueille le tiers du tourisme mondial, 350 millions de personnes. Et ça va continuer à monter. Et en plus, il y aura de la pression de tous les gens qui deviendront riches en Asie. Et la première chose qu'ils veulent visiter dans le monde, hein, c'est Paris, naturellement. Et après, c'est la Méditerranée. Donc, on va avoir arrivé, forcément, ces flux qui font vivre beaucoup de gens. Donc, vous voyez comment garder le positif en restreignant le négatif. Ouais, c'est une équation compliquée. Alors, là aussi, ça a été dit par Héloïse, et elle a insisté beaucoup là-dessus, elle a eu raison, c'est qu'on n'est pas un isolat. Hein. Bon, même dans une île, on n'est pas isolé. La preuve, c'est que les gens viennent nous voir. Bon. Donc, il faut raisonner à l'échelle non seulement méditerranéenne, européenne
africaine, moyen-orientale et mondiale. D'accord ? On ne se sauvera pas tout seul dans son coin. Donc, il faut avoir une vision globale, mondiale. Moi, mon rêve, ça serait que la Méditerranée devienne un modèle réduit du monde, avec toutes les tensions qu'il y a, changement climatique, migration, problèmes d'eau, d'alimentation, de sécurité, etc. Comme on est un modèle réduit de tout ce qui se passe dans le monde, si on arrivait à trouver des solutions pérennes, acceptables par toutes les parties, ça pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du monde. Ce n'est pas le seul endroit où on se déchire, malheureusement. Donc ça, c'est intéressant. Ça serait bien que la Méditerranée soit un phare de ce côté-là. Donc dedans, il y a toujours le mot-clé qui revient, la coopération. On ne fait rien tout seul dans son coin, même si on est génial. On le fait avec les autres. La co-construction, ce n'est pas un vain terme. Donc moi, j'ai eu l'expérience, j'ai vécu 3 ans en Tunisie, de monter une opération de coopération, de voir quelles étaient les embûches, mais également les opportunités, et de finalement mener à bien 80% des 10 projets en parallèle qu'on avait construits sur 10 ans. Ça fait du bien. On dit, ça marche, je l'ai vécu. Ce n'est pas des choses spéculatives et des programmes X, Y, Z. Et ce n'était même pas lié à la masse d'argent. On avait 500 000 euros par an. Vous voyez, c'est rien du tout en termes de projets de coopération. Eh bien, ça n'a pas freiné le développement des choses. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça a été à l'origine du développement de l'aquaculture en Tunisie. À l'époque, ils faisaient 1000 tonnes. Nous, on faisait 5000 tonnes. Eh bien, aujourd'hui, ils font 20 000 tonnes. Les modestes Tunisiens, avec leurs 800 km de côte, nous, on en a 5500, eh bien, ils font 4 fois mieux que les Français 20 ans après. Donc, ça veut dire que quand on a un solide, quand la confiance y est, on peut faire de belles choses. Et puis, les opportunités, j'en ai parlé, je ne vais pas faire la liste, mais vous avez des opportunités dans tous les domaines. Les Français sont les champions du monde du pessimisme. Quand on interroge les jeunes du monde entier, les Afghans sont plus optimistes que les Français. Donc c'est quand même consternant. C'est vrai ce que je vous dis. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Donc, les Français sont quand même les champions du pessimisme. C'est quand même un peu déprimant. Bon, même moi qui ai 4 garçons, souvent, c'est moi qui leur remonte le moral. Donc, vous voyez, ça veut dire que parier sur l'avenir, parier sur des choses qui marchent, parier sur des nouvelles technologies, pas les pouvoir systématiquement comme des choses contre, mais des choses pour. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ambiguës. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? C'est les deux à la fois. Vous avez dû le voir lors de la précédente conférence. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit au service de l'homme, au service de l'humain, au service de la collectivité, au service de la coopération, et non pas comme un outil d'asservissement de plus. Alors, évidemment, si vous passez 8 heures par jour devant votre portable, vous n'êtes pas vraiment libéré. Donc, il faut savoir aussi gérer toutes ces évolutions. Voilà. Alors, il y en a dans tous les domaines. Il y a les énergies renouvelables, bien sûr. Il y a des financements, mais il y a une grosse masse de capitaux flottants dans le monde qui cherchent les bonnes idées. Moi, j'ai envie de leur dire, venez en Méditerranée. On ne va pas dire on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, mais on a de moins en moins de pétrole, mais on a de plus en plus d'idées. Voilà. La richesse du XXIe siècle, c'était le charbon et l'acier au XIXe, ça a été le pétrole et le gaz au XXe siècle, et c'est la matière grise au XXIe siècle. Donc les bonnes idées, c'est ça qui a de la valeur. Et en Méditerranée, on ne manque pas de neurones. En plus, il y a une biodiversité des intelligences qui est très précieuse. Moi, je ne me suis jamais autant... J'ai une carrière dans l'international aussi, au niveau de la FAO, plusieurs années. Je ne me suis jamais autant régalé qu'avec la variété des angles de vue quand j'étais avec des collègues de tous les pays de la Méditerranée. Et donc ça c'est en soi un trésor. On ne l'utilise pas assez. On raisonne souvent trop... les Français, ils vont apporter une solution. Mais non, c'est en interaction avec les autres idées qu'on trouve des solutions collectives. Après, on ne sait même plus qu'il y a une idée originale. Donc ça, c'est listé là-dedans. J'insiste là-dessus parce qu'il faut être créatif quand même. Ce n'est pas en reportant les mêmes modèles du siècle dernier qu'on va résoudre les problèmes du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que les problèmes qu'on a, ils ont été créés au siècle précédent. D'accord ? Donc ce n'est pas avec les mêmes schémas mentaux qu'on résout le problème qu'on a soi-même créé. Et c'est du bon sens. Donc on a besoin de mutation de l'intelligence collectivement et puis d'aller résolument vers des choses qui apportent des solutions. J'en apporte la preuve. Je vous ai parlé de l'Égypte. L'Égypte, dont une catastrophe, donc une population toujours en croissance rapide, des problèmes de qualité des protéines, etc. La montée du niveau de la mer, les déficits en eau douce, etc. Les rizières qui permettent, parce que l'alimentation de base en Égypte, c'est du riz avec une petite sauce et puis une pâte de poulet. Voilà, c'est ça le repas de midi. Et donc,
les rizières sont salinisées. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? Ils ont dit, puisque les rizières sont salinisées, à cause du manque d'eau douce et de la montée du niveau de la mer, on va utiliser ces espaces. Les rizières, ça ressemble à un bassin d'aquaculture. On va mettre des alevins qu'on va cueillir dans le milieu naturel avec des seines. On les transporte en 4x4, avec une mortalité effroyable, passons, et on met tout ce qu'on trouve. On ne trie même pas. Alors, il y a du bar, de la dorade, des crevettes, du mulet, du tilapia. On met tout ça dans les bassins à très faible densité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les nourrir. Il n'y a pas d'argent pour nourrir. Alors on plante des poteaux pour que les algues se développent. Et sur les algues se développe du zooplancton. Et donc les poissons broutent les poteaux. Vous voyez un peu le niveau de technologie. C'est vrai, tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Je n'ai pas mis de photos, mais bon, voilà. Donc, et puis, on attend. Alors comme il fait chaud là-bas, voilà, donc, ça se développe. Et puis au bout d'un moment, on enlève les poteaux, on assèche le bassin, on passe la Seine et on récupère quelques tonnes par hectare. C'est pas grand-chose, mais c'est des tonnes. Mais des tonnes sur des milliers d'hectares, ça fait des millions. Et donc, en 20 ans, on est passé de 100 000 tonnes d'aquaculture. Je sais, j'y étais, je faisais déjà une mission à l'époque, en 95. Et après ce programme développé à grande échelle, on fait maintenant 1,6 million de tonnes. C'est-à-dire que l'Égypte, la modeste petite Égypte, sans high-tech, avec des choses extrêmement simples, est rentrée dans le top 10 des pays aquacoles du monde. Voilà. Et la ration alimentaire d'un Égyptien, qui était de 10 kilos par habitant et par an, c'est très en dessous de la moyenne mondiale, c'est la moyenne MENA, Middle East, North Africa, c'est-à-dire du Maroc jusqu'à la Jordanie, elle a doublé, elle est passée à 20. Les Égyptiens, tout seuls, dans tout le paquet de ces pays-là, a rejoint la moyenne mondiale et ça continue à croître. Alors le grand intérêt, c'est que ces 5 espèces, il y en a 2 ou 3 qui sont principalement destinées à l'export, notamment les crevettes, mais les autres, qui sont majoritaires, sont utilisées, consommées sur place. Donc vous avez des protéines de grande qualité, digestes, sans cholestérol, bon, ça ils s'en foutent pas mal, qui accompagnent le riz traditionnel, qui le riz, lui, est importé. Alors avec 1 kilo de crevettes, vous importez 8 kilos de riz, donc évidemment c'est très intéressant pour l'Égypte. Donc vous voyez, d'une menace, on a fait une opportunité, sans high-tech, sans avoir des choses très compliquées. Moi, j'ai fait des missions là-bas pour essayer de créer des écloseries, pour éviter de taper, parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on prend des alevins dans le milieu naturel, les pêcheurs, on dit petit poisson deviendra grand, oui certes, mais s'il n'est plus dans le milieu naturel, ce n'est pas les pêcheurs qui l'auront, c'est les aquaculteurs. Et donc les pêcheurs, ils ont vu une chute de 30 000 tonnes de leur production. Alors vous allez me dire, ils ont perdu que 30 000 tonnes, alors que là, on a 1 600 000 tonnes. Bon, d'accord, la balance est positive. Mais moi, je serais pêcheur égyptien, je ne serais pas content. Alors qu'il y a une solution, c'est de faire une écloserie. La écloserie, ce n'est pas la high-tech, c'est aujourd'hui bien maîtrisé. Et d'ailleurs, les Français sont très bons là-dedans. Donc, je leur ai proposé, on peut faire une coopération en installant des écloseries, ce qui vous évitera de taper dans le milieu naturel. Donc, vous voyez, on a souvent des solutions assez élégantes qui permettent de ménager l'environnement, qui permettent de s'adapter au changement climatique et qui permettent d'apporter un bénéfice directement aux populations. Et ça intéresse beaucoup le gouvernement égyptien parce que la première source d'inquiétude, c'est la dépendance alimentaire, la sécurité alimentaire de ce genre de pays. Donc vous voyez, réfléchir à l'avenir, ce n'est pas seulement faire des spéculations très larges, etc., et puis rendre une belle copie en imaginant des futurs un peu théoriques. C'est d'essayer de faire le lien avec des initiatives qui fonctionnent et qui répondent vraiment à ces enjeux. Donc chaque fois qu'on a un exemple réussi d'évolution dans lequel il y a des pays qui ont trouvé des solutions astucieuses, on le prend et on voit comment est-ce qu'on peut l'extrapoler dans des situations comparables. Vous voyez, c'est ça qui est aussi très intéressant. Voilà, tu parles des ateliers de transition. Oui, je vais juste conclure rapidement avec cela. Donc, notre rapport avec les scénarios est sorti. Vous pouvez trouver sur notre site. On a également apporté un exemplaire si vous voulez feuilleter. On a aussi des synthèses et d'autres documents du plan bleu. On est désormais dans une autre phase qu'on appelle le module 4. Mais de cette fois, voir avec ce rapport qu'on vous a présenté. On a essayé d'être court, mais c'est loupé. comme à chaque fois, en même temps, c'est très difficile avec un rapport aussi riche et important. En plus, on est passionné par ce qu'on dit, donc forcément, on prend un peu de temps. Mais j'espère qu'on aura quand même le temps pour que vous nous posiez des questions. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans des pays du pourtour méditerranéen avec ce rapport.
on le leur présente et on leur demande par rapport à eux, donc on a été au Maroc, en Tunisie, en Croatie pour le moment, et on va continuer en 2026. Et donc on leur dit, en tant que Marocains, quels sont déjà les scénarios, que pensez-vous du rapport, des enjeux, de ce qu'on a présenté, et ensuite au niveau des scénarios, lesquels vous semblent les plus probables pour vous, en tant que Marocains, dans pays méditerranéens. Une fois qu'ils nous ont dit ça, on les fait travailler en groupe sur ces scénarios pour leur dire, on a ce scénario du coup qui est par exemple, je ne sais pas, ils choisissent le scénario 3. Donc, est-ce que ce scénario 3 est plausible, beaucoup ou pas, et surtout, quoi faire pour l'éviter, ou par exemple, s'ils choisissent le scénario 5, quoi faire pour aller vers ce scénario. Dans tous les cas, là, on vous a présenté des scénarios. Ça se trouve, aucun ne se produira, ce sera peut-être un ensemble, mais c'est une bonne base pour réfléchir ensemble avec tous les pays du pourtour méditerranéen pour après proposer des actions et des mesures concrètes pour faire face à la situation qui, comme on a pu le voir, est pas hyper joyeuse. Donc voilà, et après, une fois qu'on aura fait on va pas pouvoir faire tous les pays, mais on va essayer d'être le plus représentatif possible. De toute façon, ça, l'Assemblée de Corse le sait très bien, Corinne aussi, c'est très très dur d'être représentatif à 100%, même quand on essaie d'inviter des jeunes, où c'est pas exactement, c'est une certaine catégorie socio-professionnelle de jeunes, c'est très dur d'avoir une représentativité à 100%. Mais au moins, on essaye de faire cet effort, de recueillir leurs avis pour essayer un peu de se décentrer. Et après, on fera du coup une synthèse de ces recommandations. Voilà, merci beaucoup. Dernière, pardon. Oui, voilà. L'inévitable. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, ça décoiffe, hein si j'ose dire. Passionnant, merci beaucoup. Bon, d'abord, pour nous, c'est rassurant d'un certain côté sur le plan méthodologique, mais on ne va pas parler de méthodologie ce soir. On a une réunion demain, on en parlera. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je ne vais pas plus parler. Je donne la parole vraiment à qui veut la prendre, parce que c'est important, et je pense que pour vous aussi, c'est intéressant d'avoir des retours. Hein. Vous avez bien compris que le principe de l'analyse prospective, ça a été très bien expliqué par Denis. Le principe, c'est pas de faire de la simulation mathématique, de faire des trajectoires hyper compliquées. C'est vraiment de co-construire, de mettre en débat les futurs possibles et les évolutions possibles, certes avec des degrés d'incertitude qui sont très importants, parce qu'on vous demande de penser l'impensable, hein, globalement. Mais la méthode, elle est fondamentalement basée sur l'interaction avec ceux qui savent, les sachants, mais aussi avec les sociétés civiles, parce qu'il n'y a pas une société civile en Méditerranée, et il y en a plusieurs de différents types qui répondent à des codes différents, des langues aussi, des représentations différentes. Et donc c'est important que nous, on puisse leur dire aussi ce qu'on pense de cela. Hein. Voilà. Au-delà après d'éléments factuels sur lesquels vous pouvez poser des questions, parce que ces deux personnes, nous avons la chance d'avoir deux personnes ici qui savent aussi beaucoup de choses sur différentes dimensions à la fois. Ça, c'est assez spectaculaire et assez impressionnant, parce que nos modes d'apprentissage, il y a des universitaires dans la salle, nos modes d'apprentissage, malheureusement, ils sont encore très disciplinaires, en tuyau d'orgue, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, un économiste ne pense pas à la biologie, un biologiste ne connaît pas l'économie, les écologues encore à peu près, ils sont un peu sur les deux. Mais voilà. Et puis après, il y a tout le reste. Hein. Il y a évidemment toutes les représentations sociales, les cultures qui sont différentes. Et il n'en demeure pas moins qu'il y a une Méditerranée. Voilà. Avec des facettes très, très différentes. Mais à chaque fois qu'on se déplace, on se sent bien là où on va. Alors voilà, moi, j'arrive de Sicile. Je vais faire un rapport
pour l'Union européenne sur le pacte pour la Méditerranée qui vient d'être proposé par la Commission européenne. Je rappelle aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on va fêter les 30 ans à la fin du mois de l'UPM, hein, de l'Union pour la Méditerranée. Je vais travailler avec un Jordanien qui ne parle pas anglais, donc qui ne parle qu'arabe, un maire d'une ville importante en Jordanie, qui ne parle qu'arabe, qui a été élu non pas au suffrage universel, mais par des tribus. Voilà, bon, ça ne va pas trop nous changer non plus, peut-être. Voilà, mais et ça va être une expérience, hein, parce que voilà, j'ai déjà commencé à travailler avec lui. Bon, il y a un interprète bien évidemment, et c'est enrichissant, c'est vraiment enrichissant. Et voilà, et il a des problèmes d'eau, évidemment beaucoup plus importants que les miens, bien sûr, mais voilà, ça va nous obliger à travailler. Et il est méditerranéen. Il est méditerranéen tout autant que moi qui suis dans l'eau, quoi. Voilà. Donc c'est passionnant. Donc voilà, vous intervenez sur ce que vous voulez, le fond, les questions, la méthode, comment on se projette, qu'est-ce qui est le plus plausible, pas plausible, comme vous voulez. La parole est à vous. Oui, madame, je vous en prie. Mais en fait, je retire de ce qui vient de se dire quelque chose de très positif, c'est que l'exemple de l'Égypte avec l'aquaculture, nous on a une façade maritime extrêmement importante. Je veux dire, en plus, ça a l'air d'avoir un faible impact, qui n'a pas l'air de polluant, leur méthode d'aquaculture. À nous de faire la même chose. Non ? Alors, allez-y. Oui. Il faut faire attention à une chose, c'est que les conditions d'application changent quand même. Et les visions des choses, les systèmes socio-économiques et culturels n'est pas tout à fait le même. Là, les Égyptiens ont fait un coup très fort, mais c'est très, très spécifique à leur manière de faire. On pourrait imaginer la même chose en Camargue. L'équivalent du delta du Nil, nous, c'est 1/10 du delta du Nil, la Camargue. Très bien. La mer monte, on a des rizières, le riz taureau ailé, vous connaissez. On a des flamants roses, des taureaux et des chevaux. Bon. Mais je pense que ça ne serait pas facile d'installer des bassins d'aquaculture en Camargue. Il y aurait beaucoup de gens qui diraient: est-ce que vous croyez que c'est la meilleure chose à faire? Comment est-ce qu'on va préserver la biodiversité? Où est-ce que les flamants roses vont aller se reposer? Moi, je pense dans les bassins à crevettes, ils sont très bien. Non, mais je plaisante. Mais vous voyez, il y a un contexte complètement différent. Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut garder l'idée, parce que souvent l'idée est féconde, et la croiser avec les contraintes qu'on a. C'est un peu ce qu'on fait lors des ateliers de transition. On propose ces scénarios, des histoires, et vous, dans votre pays, vous le ressentez comment? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait déjà 3 pays, hein, Maroc, Tunisie, Croatie, et la perception est différente. Et c'est à l'intersection des deux qu'il y a des choses intéressantes qui sortent. Vous voyez? Donc là, vous dites, l'Égypte, pourquoi pas la Corse? Je lui dis, chiche, on va y réfléchir. Et on regarde s'il y a des sites, si ce serait prêt, si ça pourrait être possible, sous quelles conditions, pour quel marché, avec quelles compétences, etc. Évidemment, ça serait plus high-tech en France, hein, il y aurait des écloseries tout de suite. Hein. Mais voilà, est-ce que c'est transposable? D'abord, il y a déjà de l'aquaculture de bar et dorade. Hein, et la Corse, d'ailleurs, est le fleuron français, parce que le reste, il n'y a pas grand-chose dans le reste. Donc, regardez si c'est un vrai secteur de développement, s'il n'y a pas d'autres espèces qu'on peut élever. Est-ce qu'il y a des contraintes de température, d'augmentation des événements extrêmes aussi, hein, donc mettre des cages au large, par exemple. Est-ce que oui, mais avec les tempêtes qui vont augmenter en puissance, etc. Donc, voilà, c'est des questions qui se posent. Mais l'intérêt, c'est de croiser les deux. Et ça, de ce côté-là, c'est extrêmement stimulant. Je suis persuadée aussi que dans la confrontation que l'on a avec les autres pays de la Méditerranée, les autres peuples, je parle alors d'économie et surtout de technologie, effectivement, et l'exemple que vous avez donné est très éclairant, les transferts aujourd'hui, et ça c'est bon signe, ne se font pas, de compétences, de connaissances ou de technologies ne se font pas dans le sens nord-sud, comme on l'a pensé jusqu'à il y a peu de temps. Il y a énormément de méthodes, de savoir-faire qui sont utilisés parce qu'ils sont déjà, eux, en univers contraint. Ils sont en univers contraint par rapport à l'eau, par rapport au réchauffement, par rapport à d'autres sujets. Et ils se sont déjà adaptés. La réalité, c'est celle-là. Ils s'adaptent. Et donc, ils ont des capacités et des savoirs que nous n'avons pas forcément. Et ça, il y a des choses qui peuvent remonter, je dirais, vers le nord.
excusez-moi, c'est très schématique, hein, il ne faudrait même pas en parler de cette manière-là, mais il y a effectivement des circulations maintenant qui se font dans l'autre sens. Voilà. Et ça, c'est quand même une nouveauté, ce qui n'était pas le cas. Ce fut le cas, il y a effectivement dans la Méditerranée ancienne, dans l'Antiquité, ça circulait énormément. Puis ensuite, avec l'avènement du capitalisme, on a imposé un mode de développement qui d'ailleurs a été très néfaste, parce que tout ce que l'on peut avoir aujourd'hui, certes, il y a eu du progrès, mais tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui en termes d'empreinte carbone et autres, ce n'est rien d'autre que la production de masse, la production de plastique, comme le disait tout à l'heure, y compris pour ceux qui n'ont jamais connu la révolution industrielle et qui se retrouvent avec des microplastiques dans leurs eaux, alors qu'ils n'ont jamais bénéficié des bienfaits du capitalisme. Ils se retrouvent avec des pollutions en externalités négatives, en effet pervers. Voilà. Aujourd'hui, on a encore une circulation de la connaissance, des savoir-faire qui s'opèrent. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de se passer, qu'on ne voit pas forcément, mais que les chercheurs identifient, voilà, ou les praticiens. Autre question, Dominique. Oui. Bonsoir. Donc d'abord merci. Merci, c'était très intéressant. La présentation était très intéressante. Alors j'ai deux questions. Une question sur la méthodologie. Donc si j'ai bien compris, parce que peut-être j'ai mal compris, vous avez fait deux méthodes. Vous avez ensuite confronté les scénarios et vous avez gardé ce qui était commun et qui résistait, qui était robuste à un certain nombre de ruptures. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les ruptures que vous prenez en compte, comment vous les identifiez et comment ensuite elles impactent les scénarios, et si c'est possible, de présenter un peu les différentes méthodes qui peuvent être utilisées, au moins les deux. La première, je crois que j'ai compris, avec différents éléments, mais voilà comment c'est fait. Et la deuxième question, c'est sur les ateliers que vous entamiez. Comment vous sélectionnez les personnes qui vont intervenir, voilà, quel type d'intervenants il y a. Merci. Alors, j'ai 3 minutes pour répondre à une question qui mériterait 30 minutes. Les problèmes de méthodologie, vous avez raison de le souligner, sont très importants parce qu'ils déterminent souvent ce qu'on va trouver, quoi. Alors, la deuxième méthode, la première est classique, la méthode des scénarios, j'ai expliqué. Donc, on choisit des variables, on fait bouger des hypothèses par variable, et après, on fait dans un grand tableau, on combine ces différentes hypothèses et on construit des scénarios plausibles. Bon, ça, c'est la méthode reine, la méthode royale. Elle marche à tous les coups et elle a très bien fonctionné. Le deuxième, c'est la hiérarchisation des enjeux. Alors, ça part du principe que les variables n'ont pas toutes le même poids. Parce qu'on a tendance à considérer que la variable démographie, c'est équivalent à la variable économie. En fait, ce n'est pas vrai. Elles ont une certaine hiérarchie. Donc, pour éviter cet effet-là, on regarde quelles sont les plus importantes. On les choisit généralement par paquet de 3. Hein, on dit quelles sont les 3 plus importantes. Alors, c'est un travail d'expert. Hein. On choisit. Puis après, on regarde ces 3-là, elles vont évoluer comment. Alors, on construit une première arborescence d'évolution. D'accord ? Puis après, on passe aux 3 suivantes. Et on fait le même exercice. Donc, on complexifie. Donc, au début, on a un tronc assez simple, hein, ou 3 troncs. Bon, puis après, on construit une arborescence autour en complexifiant le système. Puis à la fin, on a un certain nombre de scénarios. Je crois que c'était une dizaine, presque dans les 2 cas, 9 et 8. Vous voyez, on aboutit à 20. Donc là, ça permet... Alors, c'est plus long comme processus, c'est plus qualitatif, je dirais. Mais on arrive à des choses qui tiennent debout parce qu'elles ont des bonnes racines. L'important d'un scénario, c'est qu'il doit obéir à la règle des 5 C. Hein. Il doit être clair, concis, cohérent, contrasté et crédible. Voilà. Donc là, c'est le crash test. Donc une fois que vous avez sorti votre histoire, vous dites, est-ce qu'il est clair ? Ouais, ça passe. Est-ce qu'il est cohérent ? Ah ben non, il y a des incohérences. Chut, dégage. Voilà, ça c'est un test très très sévère, mais qui fonctionne. Et à la fin, évidemment, est-ce qu'il est crédible ? Parce qu'on dit, il est super ton scénario, mais alors c'est un conte de fées. Bon, j'y crois pas du tout. Parce qu'il y a un temps pour croire au conte de fées. Bon, nous, malheureusement, on a pris un peu de distance. Ça tient pas la route. Et on l'enlève. Il faut être très, très modeste quand on fait de la prospective, parce que même on a une idée géniale, et puis les autres vont vous la ratiboiser en 3 minutes. Allez hop, on a. Donc, comment est-ce qu'on fait après pour les tester par rapport aux ruptures ? On prend, par exemple... on prend une situation
de stress hydrique majeur, une vague de chaleur gravissime, voilà, avec des centaines de milliers de morts. Comment est-ce que les pays vont réagir? Voilà, on regarde si ça tient le coup. Est-ce que c'est pas, ça, tout part en vrille? Est-ce que des solidarités vont jouer? Est-ce qu'il y a des pays qui vont faire dépendre d'autres d'arrivée d'eau? Parce qu'il y a quand même des pays très dépendants. Regardez le barrage Renaissance qui a été construit en amont du Nil. D'accord? Et les Éthiopiens, ils ont dit, nous, on veut remplir le barrage en 3 ans. Et les Égyptiens, ils ont dit, vous êtes fous si vous faites ça en 3 ans. Nous, on n'a plus d'eau. Ah ouais, mais nous, vous comprenez, on a des besoins énergétiques. Ils sont 100 millions aussi, les Éthiopiens. Hein. Dans le coin, il y a du monde. Hein. Donc, ils ont dit, bah oui. Alors, les Égyptiens ont dit, non, c'est 5 ans. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est la guerre. Alors, bon, évidemment, toutes les puissances qui ont payé le barrage Renaissance en plus, ils ont dit, bon, on arrête ces bêtises, hein, on se calme, et puis on va se mettre à s'asseoir autour de la table de négociation. Donc, vous voyez, il peut y avoir, quand il y a vraiment des stress majeurs, c'est l'eau, c'est la sécurité alimentaire de court terme, c'est la guerre, vous voyez, ça rigole pas, c'est les migrations massives. Voilà. Est-ce que les scénarios résistent à une hypothèse de mortalité massive au sud? Et alors les pays du Sud, ils disent un raisonnement qui est recevable, ils disent le changement climatique, il est dû à 90% aux émissions de gaz à effet de serre des pays du Nord riches, des pays de l'OCDE, pour faire simple. Nous, on en subit les conséquences, pas vous, c'est pas normal. Bah oui, ils ont raison. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites pour nous aider? Alors bon, nous, on va dire, écoutez, d'accord, mais on a une responsabilité, ben, on va vous aider à rester sur place. Ah, lui, d'accord, mais il y avait 100 millions de prévus pour nous aider, 100 milliards de prévus pour nous aider à l'accord de Paris. On n'en a pas vu la couleur. C'est pas tout à fait vrai, ils en ont vu une partie. Mais enfin, 100 milliards, c'est pas grand-chose. Hein. Le PIB du monde, c'est 100 000 milliards. Donc, 1/1000 du PIB du monde a été consacré à aider les pays du Sud. Bon, on peut s'interroger si ce ne serait pas pertinent sur le long terme d'augmenter l'aide pour fixer ce type de situation. Voilà, vraiment ce genre de choses. On fait des crash tests comme ça. Et puis, si le scénario montre des pays divisés, vulnérables, non coopérants, ça ne tient pas, quoi. Donc, ils sont balayés. Donc, il n'y a pas de pouvoir politique suffisamment fort pour être capable de garder un minimum d'ordre, de répartition, de sécurité basique. Sécurité, la fonction d'un État, c'est la sécurité des personnes et des biens dans cet ordre-là. Vous n'êtes même pas capable d'assurer la sécurité des personnes. Est-ce que l'État a encore un sens, quoi? Bon. D'où les nombreuses guerres qui sont au sud, etc. etc. Voilà, donc voilà la méthode qu'on utilise. Alors, on a la méthode et puis après des longues discussions entre experts pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. De manière à ce qu'à la fin, les scénarios, là où ils sont très, très synthétisés, mais il y a 15 pages pour chacun de description. Donc derrière, il y a toute ce que les Anglais appellent le storytelling, c'est-à-dire on raconte une histoire. Hein. Ça ressemble d'ailleurs à un scénario de cinéma. Et quand vous allez au cinéma, vous dites, bon, c'est bien, le jeu des acteurs, la mise en scène, etc. Mais la première qualité du film, c'est le scénario. Est-ce que l'histoire était bonne ou pas? Si elle tient debout, elle est crédible, elle vous a ému et en même temps elle était cohérente, bien construite, etc. Bon, elle peut à la limite être pas très bien jouée, mais si l'histoire est crédible, c'est bon. Elle peut être très bien jouée, mais si l'histoire est invraisemblable, vous n'êtes pas accroché. Donc, vous voyez, c'est très important d'avoir ça. Et c'est ce fil conducteur, alors, au fil de l'expérience, hein, moi ça fait plus de 15 ans que je fais de la prospective professionnelle, hein, donc je vois bien quand il y a un truc qui est c'est pas très crédible, quoi. C'est fait, mais on n'y adhère pas, quoi. Je ne m'en servirais pas si j'étais un chef d'entreprise ou un chef d'État ou un responsable de collectivité. Je dirais, je ne peux pas m'en servir de ce scénario, j'y crois pas. Donc vous voyez, il y a un effet quand même assez intéressant, c'est à la fois la raison et l'adhésion. Hein, donc l'adhésion, c'est la raison et un peu le cœur et la perception subjective et la raison objective. Et c'est au croisement des deux que ça doit fonctionner. Et ça, c'est tout un entraînement, le fruit d'une discussion, d'échanges, de remise en cause. Et puis, on travaille longtemps dessus. Hein. C'est pour ça qu'on a mis 4 ans pour sortir ça, quoi. À la fin, vous êtes content du bébé. Bon, des bébés, parce qu'on en a 6. Hein. Et on dit, ben voilà, derrière, il y a tout un appareil de construction qui justifie cette schématisation de 6 récits. Voilà, sur les ateliers de transition. Oui, c'est pour moi. Alors, ce qu'on fait avec les chemins de transition, c'est qu'on voit directement avec des partenaires sur place. Parce que nous, même si on a
quand même un réseau important dans le cadre de la Convention de Barcelone, c'est mieux d'avoir quelqu'un directement sur place qui est intégré au territoire et à ces enjeux pour faire cela. Donc au Maroc, on a travaillé avec l'IRES, donc l'Institut royal des études stratégiques, et en Tunisie avec la Saison Bleue. Pour la Croatie, c'était un peu différent parce que la société civile, les ONG sont un peu moins présentes. Donc on a travaillé avec l'ambassade de France en Croatie, mais qui est bien implantée et qui connaît bien les enjeux. Et c'est eux qui choisissent les personnes, nous les proposent et font après les invitations. Après, c'est vrai que, pour être honnête, il y a toujours un problème qui se pose des fois de représentativité. Forcément, l'IRES, on a eu plus des personnes avec un profil un peu plus géopolitique. On a eu moins de biologistes, par exemple. Alors, la Saison Bleue, donc c'est une ONG tunisienne. Là, pour le coup, oui, pour le coup, on avait beaucoup d'écologues, de biologistes, etc. Et voilà, donc mais ça c'est toujours un problème qui se pose. Au-delà de Mettre 2050, j'ai déjà fait plein d'autres ateliers sur plein d'autres projets. C'est la représentativité et essayer d'adhérer le plus de personnes et que les personnes viennent, c'est toujours un enjeu. Par exemple, j'étais au Liban pour un autre atelier dans le cadre du Med Programme, et on essayait d'avoir des personnes locales de la région de Damour. Mais essayer d'avoir un pêcheur de la région de Damour qui va assister à Beyrouth au siège social de l'UNESCO à 4 jours de conférence, alors que lui, il a besoin de pêcher pour vivre. Donc c'est toujours un enjeu qui se pose, mais au moins on essaye d'avoir le plus de personnes possible et d'avoir quelqu'un sur place avec un maximum de représentativité pour avoir le plus de vision et le plus de vision possible. Voilà. En Croatie, on a eu la chance d'avoir la toute nouvelle commissaire européenne à la Méditerranée, qui est croate. Oui, parce que c'est l'ancienne maire de Dubrovnik, comme on l'a fait à Dubrovnik, elle nous a fait l'honneur de sa présence. C'était... Pardon. Non, juste une question, c'est est-ce qu'on peut mixer deux scénarios? Parce que le 5 me semble intéressant, mais le 6 aussi. Le fait d'avoir une structure une reconnaissance, si j'ai bien compris, juridique, c'est ça, elle me semble pas opposable ou avec... ça me semble vraiment peut-être un peu à côté. Voilà. Ça te va si je réponds? Oui. Alors oui, c'est ce qu'on a finalement fait au Maroc et en Tunisie. Bon, eux, ils voulaient plutôt mixer le 4 et le 5, pas trop le 5 et le 6. Comme je l'ai dit, ces scénarios, c'est une base pour la réflexion dans les chemins de transition. Mais après, ce qui a été fait concrètement, c'est qu'ils disaient non mais là ça c'est intéressant. Et en fait, on a réalisé que lorsqu'on réfléchit sur un scénario pour, par exemple, éviter le scénario 2, finalement c'est comme si on travaillait sur le scénario 5 pour aller vers le scénario 5. Finalement, c'est vraiment une base, mais tout est lié. Absolument tout est lié. C'est le principe du vivant, c'est le principe de la vie. Donc forcément dans ce travail aussi. Donc on peut tout à fait, en fonction de nos sensibilités, de notre expertise, etc., on peut tout à fait prendre des éléments. Comme je l'ai dit, ça se trouve, aucun des scénarios précisément n'aura lieu, ce sera un mélange des 6. Donc c'est un travail de prospective, c'est pas, comme l'a très bien dit Denis, une projection pour 2050. J'apporte aussi une précision, c'est que là, on raisonne à l'échelle de l'ensemble de la Méditerranée. Alors, vous savez qu'il y a d'énormes contrastes entre les pays. Donc, on raisonne par simplification comme un tout, mais en fait, il est très hétérogène. Première chose. La deuxième, c'est qu'on se projette dans 25 ans. Donc, il va y avoir des situations qui vont être différentes dans le temps. Certains pays vont accélérer, par exemple, la transition vers les énergies renouvelables et d'autres vont rester accrochés au pétrole et au gaz parce qu'ils en ont. C'est plus facile pour la France d'aller vers le renouvelable et le nucléaire.
parce qu'on n'a pas de pétrole, bon, ni de gaz. Mais si on trouvait un gros gisement en plein milieu de la France, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, en Corse, il y a peu de chance. Hein. Mais en Guyane, par exemple, à un moment, on a pensé qu'en forant au large de la Guyane, on trouverait. Bon. Donc, alors, qu'est-ce qu'on en aurait fait? C'est ambigu comme situation. Hein. Donc, parce qu'il faut bien faire la transition. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une double hétérogénéité dans l'espace et dans le temps. Donc, vous voyez, ces scénarios qui sont forcément réducteurs puisqu'ils se projettent à 2050. Donc, il y a un moment où il faut bien faire une photo. Même si vous dit que c'est un film, à la fin, il y a la photo. Et deuxièmement, c'est qu'il y a des différences quand même très significatives entre les différentes régions. Donc, il faut intégrer tout ça aussi pour réintroduire un peu de variabilité. Bonsoir. Monsieur Perfitch, chargé de mission européenne à l'Office d'équipement hydraulique de Corse. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais revenir sur un des scénarios que vous proposez, car actuellement, l'Office hydraulique est chef de file d'un projet cofinancé par Interreg qui se nomme MEDH2 et qui répond à la problématique de la ressource en eau dans les îles de Méditerranée. Et donc, en fait, un de vos scénarios, je l'ai trouvé totalement plausible parce que nous sommes en plein dedans, c'est-à-dire la réutilisation de l'usage vernaculaire pour répondre au stress hydrique et à l'usage de l'eau. Donc voilà, c'était simplement une remarque sur l'un de vos scénarios. Donc merci déjà de l'avoir présenté parce que non seulement il est plus que plausible, mais il est même concret. Donc voilà, c'était simplement ça. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est bien la preuve que nous travaillons sur la question de l'eau et nous travaillons en coopération sur la question de l'eau. Surtout. Tout à fait. Voilà. Et je me permets de rappeler, et on l'a vu sur votre carte, et je le dis depuis assez longtemps, mais avec d'autres, au moment où on se parle, et on le voit bien sur la carte, nous on est en jaune, tout le monde est en rouge, sur les ressources hydriques, il tombe quand même 9 milliards de mètres cubes, c'est ça, hein, je parle sous votre contrôle, 9 milliards de mètres cubes par an. Et on en utilise, combien ? 8%. Il en tombe 8. C'est ça. Il en tombe 8. Il tombe 8 milliards et on en utilise 10%, je crois. Voilà. C'est pas grand-chose, hein. Donc, ça veut dire que nous, on a de l'eau. Donc, vous voyez, dans les projections, là, on rentre dans le fond, je dirais, dans le factuel. Hein. On n'est plus sur la méthode. Donc, ça veut dire qu'on a de l'eau pour l'instant, parce que tout ça, c'est dynamique. Le cycle de l'eau va bouger, indiscutablement. Et il n'en demeure pas moins. Et on l'a vu lorsque sont venus les représentants du GIEC et Météo France avec ces simulations au niveau local, ont été très clairs. On va avoir, nous aussi, les plus 2% et quelques d'augmentation de température. On va avoir un cycle de l'eau qui va bouger. Et on voit la température aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il faisait 24 degrés. Voilà, des précipitations qui vont se faire, parce que ça tombe, mais ça tombe d'un coup au même endroit et pas de manière régulière à l'automne, comme on l'a connu tout à l'heure. Et ça va tout emporter. Donc, on va avoir des événements soudains, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'au moment où on se parle, on est quand même ceux qui sommes les plus favorisés, très certainement. Vous connaissez bien la Méditerranée l'un comme l'autre, en Méditerranée. Je veux dire, nos amis sardes ou nos amis siciliens, voilà, nous envient, hein, tout le monde nous envie. Donc, on a quand même aussi des atouts. Alors, je ne dis pas que ça va durer, mais il y a quand même des atouts sur lesquels il faut vraiment réfléchir. Et ça, c'est indiscutable, hein, parce que l'eau, c'est la vie, hein, c'est clair. Il y a 290 millions de personnes, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui n'ont pas accès à l'eau. C'est un truc de fou. Hein. Donc, voilà. Donc ça, il faut véritablement que... voilà. Et je sais que l'Office hydraulique travaille là-dessus. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'importation de techniques d'aquaculture vernaculaire se faisant dans certains pays, en Corse ou en Camargue, ne pourrait pas se faire au regard de la réglementation, etc. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire 2 barrages comme on les a fait il y a 30 ans et 40 ans. On ne peut plus faire ces barrages-là pour 2 raisons essentielles. Un manque de moyens, on ne trouverait pas l'argent pour les faire. Deuxièmement, pour des raisons écologiques et réglementaires aussi. Donc, il y a à penser, et là, justement, on ne peut pas appliquer les modèles, c'est exactement l'exemple, on ne peut plus appliquer les modèles anciens, les solutions anciennes, à des situations présentes, et il faut trouver d'autres solutions pour, effectivement, stocker de l'eau, garder de l'eau, faire arriver l'eau partout, etc., etc. Voilà. Et puis, il y aura des évolutions sur le plan agricole. Si on ne peut plus faire ce qu'on fait en matière d'agriculture, on fera autre chose. Et ça, on en a discuté aussi lors d'une précédente réunion. Voilà, ça me paraît évident. Moi, est-ce qu'il y a une autre question ?
Oui, vas-y, je t'en prie. Si j'ai bien compris, hein, voilà. Si j'ai bien compris, le sixième scénario s'appuie sur la présence d'organisations supranationales qui pourraient impulser, proposer, etc. Donc j'aurais voulu savoir quels sont les éléments qui vous amenaient à envisager une solution tellement optimiste quand on la compare à ce qui se passe à l'heure actuelle, où finalement, que ce soit l'ONU ou que ce soit toutes les instances supranationales, c'est quand même plutôt des aveux d'échec. Donc, comme je vous fais confiance, c'est que vous devez avoir des éléments probants. Oui. Donc, lesquels? Je vous rassure, une bonne nouvelle. Oui, madame. Vous avez noté. Merci beaucoup, monsieur le maire. Le pire n'est jamais sûr. Bon, déjà, il faut partir de cette hypothèse. Parce que si, à ce moment-là, vous ne faites plus de scénario, si c'est toujours le scénario du pire qui se réalise, bon. Première chose. Deuxièmement, je pense que des comportements, je dirais, pour résoudre des problèmes, avoir un comportement individualiste, ça ne mène pas à des solutions de long terme. Voilà. Vous pouvez, dans un premier temps, ça va mieux pour vous, mais au plan global, c'est pire. C'est pour ça que, à mon avis, un des grands problèmes qui se pose actuellement, je vais faire un peu de géopolitique, mais c'est nécessaire pour répondre à votre question, puisque la dimension, pour sauver la Méditerranée, on dit le monde entier se mobilise. OK. Pourquoi ? Parce que la Méditerranée, tout le monde connaît. Première destination touristique du monde, je rappelle. Donc on sait où c'est la Méditerranée. On sait que c'est un joyau, un trésor. On voudrait le garder. La Grande Bleue, on voudrait qu'elle reste bleue. Très bien. Mais pour ça, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. On n'a pas les moyens de. Est-ce que vous ne voulez pas mettre 1 euro, 1 dollar, 1 yen pour sauver et puis ça en ferait un modèle de coopération internationale. Pourquoi ? Parce que les problèmes qu'affecte la Méditerranée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, ce n'est pas des problèmes d'origine méditerranéenne. Le changement climatique, c'est les émissions de CO2 en Inde, en Chine, en Russie, aux États-Unis, bon, un peu en Europe, de moins en moins. Donc vous voyez, on ne peut pas résoudre les problèmes de la Méditerranée en disant on va mettre une... Héloïse avait utilisé l'image d'un dôme, on ne va pas mettre un dôme au-dessus de la Méditerranée, en disant on va être vertueux dans les pays riverains, donc on va limiter le réchauffement climatique. C'est une vue de l'esprit. Donc, pour résoudre des problèmes qui se posent à une échelle transversale mondiale, il faut un effort transversal mondial. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La logique est imparable. Donc, vous pouvez toujours dire, oui, mais nous, c'est loin, ça ne nous concerne pas, etc. Oui, mais vous, les problèmes que vous avez, des problèmes qui peuvent être liés à la fonte des glaciers, par exemple, le péniroïdaux, etc., c'est aussi des problèmes globaux. Donc, la vision westphalienne, comme on dit, elle date du traité de Westphalie au XVIIIe siècle, dans lequel on considérait que les pays étaient absolument souverains sur leur sol, n'a plus de sens aujourd'hui. Je vais même être provocateur. L'Amazonie n'appartient pas au Brésil. Non, l'Amazonie appartient à l'humanité. Voilà. La mer Méditerranée n'appartient pas aux pays riverains. Elle appartient à l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? Un bien commun. Et heureusement, ça vient d'être ratifié. Le traité sur la haute mer. À qui appartient la haute mer ? Alors, il y a des gens qui disent on va la découper en grandes parcelles et ça nous permettra d'aller gratouiller le fond des océans pour récupérer des minerais. Bon. Eh bien, il y a le Maroc a signé comme 60e État. Et résultat, ça s'impose maintenant à l'ensemble des 195 pays du monde. Pourquoi ? Parce que la haute mer, elle appartient à tout le monde, y compris des pays enclavés. C'est le fruit de l'histoire qui fait qu'ils sont loin de la mer. Mais la mer, elle rend de tels services écosystémiques à l'humanité qu'elle concerne tout le monde. Donc, vous voyez la fin de mon raisonnement pour répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'on mobiliserait le monde entier pour sauver la Méditerranée ? Parce qu'elle dépend de l'ensemble de problèmes créés par le monde entier. Donc, la responsabilité de la situation n'est pas que en Méditerranée. Elle est globale. Deuxièmement, c'est un trésor. Vous êtes d'accord ? Bon, alors, vous voulez le sauver ? Ben oui. Regardez, pour sauver Venise, on a sorti 3 milliards quand même, sans trop de difficultés. Et c'est venu de partout. Pour rénover Notre-Dame après son incendie, les 2/3 des dons n'étaient pas français. Pourquoi ? Parce que c'est un joyau. D'accord ? Et bon, pourtant l'incendie, probablement c'est un court-circuit électrique, c'est la faute à personne. Voilà. Mais là, la faute, elle est dans la responsabilité collective mondiale, vous voyez ? Donc, quand il y a une grande cause, alors évidemment, il faudra un peu de marketing derrière quand même. Bon, mais la Corse, à mon avis, est un excellent avocat. Et on pourra
Alors, moi, je ne pense pas qu'on fera toute la... Ça, c'est perso, c'est off-record. Hein. On ne fera pas toute la Méditerranée d'un seul coup. Je pense qu'on fera par petits paquets. On sauve la mer Égée. Pourquoi? C'est la Grèce. Bon, on sauvera l'Adriatique. Bon, on sauvera la mer d'Alboran. Voilà, on sauvera le golfe de Syrte. Bon, peu importe, vous voyez. Et on fera par petits paquets. Puis ça a marché. Ah ouais, mais finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas impossible. Donc, on extrapole. Et après, on va dire, écoutez, ce n'est pas en dizaines de milliards, c'est en centaines de milliards. Bon, ben écoutez, on va regarder. Et puis, on va trouver l'argent. Parce que c'est vraiment quelque chose dont on sera fier, qu'on aura fait collectivement et qui montrera qu'il y a une voie de sortie. Hein. Le pessimisme, ce n'est pas un bon conseiller. Comme disait Churchill, je ne suis pas pessimiste. Pourtant, Dieu sait si dans sa vie, il a eu des raisons de l'être. Pourquoi? Parce que ce n'est pas utile. Je vais compléter brièvement. Donc, déjà, Denis a très bien dit qu'au niveau des causes de ce qui impacte la Méditerranée, ce n'est pas juste la Méditerranée, mais c'est global. Mais c'est également le cas au niveau des conséquences. C'est-à-dire que souvent, on dit que la Méditerranée est un peu un laboratoire du changement climatique, de la pollution, de tous ces enjeux. C'est-à-dire ce qui se passe en Méditerranée actuellement, le reste du monde, le reste de la mer va y être touché. Donc, si on arrive à sauver la Méditerranée, ça donne un bon espoir pour le reste de l'humanité. Humanité qui, je le rappelle, vient des océans. Nous sommes mériens avant d'être terriens. La mer, la terre vue du ciel, elle est bleue. Donc finalement, pour moi, désolé, c'est peut-être un côté un peu encore idéaliste et romantique de ma jeunesse, mais oui, c'est important, merci. Mais si on arrive à décider que l'Amazonie, la mer Méditerranée sont des biens communs, on sauve en fait une part de nous-mêmes. On est composé à 75 voire 80% d'eau, on vient de l'océan. Donc en fait, c'est notre patrimoine, c'est notre bien commun mondial. On ne sauve pas juste la mer, on se sauve nous-mêmes. Voilà. On adhère, je crois, on adhère. D'autres questions? Moi, j'ai juste une dernière question. Dans le rapport avec les collectivités locales, est-ce qu'elles sont impliquées, pas impliquées? Et si oui, est-ce que c'est différent entre pays méditerranéens, forcément? Est-ce que dans les groupes de travail, elles y sont? Est-ce qu'elles sont représentées? Est-ce que vous avez des contacts avec elles ou pas? Ou est-ce que c'est que les États? Voilà. Je parle des autorités locales et régionales. Hein. Alors pour les chemins de transition, ça dépend vraiment des pays. Au Maroc, c'était un peu plus difficile. En Tunisie, on avait une bonne représentation. En Croatie aussi. Mais la Croatie, en fait, on voit à chaque fois quand même des tendances qui se dégagent au niveau des pays. La Croatie, c'est globalement le tourisme. Le tourisme est un des enjeux majeurs. Le Maroc, ce qui ressortait, c'était la paix et le stress hydrique. Et pour la Tunisie, c'était des innovations et le besoin de financement pour des projets. Et aussi une question encore du stress hydrique très, très importante, et aussi au niveau de la biodiversité. Donc, ça dépend, pour le coup, ça dépend vraiment des pays. On essaie d'impliquer au maximum, mais des fois, on lance des balles et ça ne rebondit pas forcément, malheureusement. Oui, je compléterais, c'est tout à fait ce qu'on a vécu. Je compléterais par une chose toute simple, c'est que il faut parler aux gens de ce qui les intéresse, pas de ce qui vous intéresse. Nous, on propose un cadre très global. Bon, alors, une fois qu'on a tracé ça, on a donné les documents, etc. Bon, ça, c'est bien. Mais un cadre, c'est beaucoup trop global pour qu'on puisse vraiment enclencher une réflexion qui concerne le pays. Et là, nous, après qu'on a fait l'exposé, on dit maintenant, on vous écoute. On veut savoir qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui vous paraît ne pas vous concerner. Et puis, on va essayer de travailler avec vous pour savoir comment est-ce qu'au Maroc, en Tunisie, en Croatie, bientôt en Égypte, en Turquie et dans d'autres pays qu'on a programmés, qu'est-ce qui est important pour vous.
Et à ce moment-là, alors quelle que soit l'assistance qu'on vous donne, parce que je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais on ne choisit pas les experts qui vont être désignés. Alors évidemment, notre contact d'entrée, il est l'autorité politique en charge d'eux. Voilà, forcément. On ne s'adresse pas à M. X ou à M. Y. On n'a pas le droit de s'adresser directement à une ONG, par exemple, même si elle est très puissante. Notre point d'entrée, c'est le représentant officiel du pays au sein du PAM. Bon, puisque c'est un accord intergouvernemental, on passe par les États. Après, les États disent, écoutez, voilà, c'est M. Dupont qui va s'occuper de votre accueil. Très bien. Alors on lui dit, voilà, on aimerait avoir une trentaine d'experts, le plus divers possible, etc. Très bien. Mais nous n'intervenons pas. Alors, quelquefois, on suggère quand même quelques noms. Qui manquent. Déjà, des fois, au niveau balance de genre qui est un peu décalé, on demande un peu plus de représentativité, de même au niveau des âges. Et après, des fois, il y a des bureaux qui manquent. Ce qu'on a dit, par exemple, à l'IRES, c'est super d'un point de vue géopolitique, mais peut-être un ou deux biologistes. Oui, ou sociologues. C'est difficile de représenter. Alors, on comprend que pour certains pays, ça soit délicat. Oui, c'est sensible. Et puis, c'est pas à nous de faire la leçon. Hein, donc, ils ont des problèmes à gérer. Donc nous, on dit, écoutez, voilà. On aimerait avoir un peu toutes les catégories socioprofessionnelles représentées, qu'il y ait des femmes, ça serait bien aussi. Dans certains pays, c'est pas évident. Bon, donc, qu'il y ait des jeunes, qu'il n'y ait pas seulement des seniors ou des gens à la retraite, hein, parce que là, malheureusement, à l'IRES, c'était bien les très très haut niveau, mais alors la moitié était à la retraite. Alors, c'est passionnant ce qu'ils racontent, mais ils ne représentent pas, à mon avis, les aspirations de la jeunesse marocaine. Donc là, c'était à nous de combler un peu les trous, quoi. Non, oui, mais attendez, avec un taux de natalité pareil, bon, même si ça se calme maintenant, ils vont être 43 millions d'ici 10 ans, les Marocains. Et donc, et vous leur faites faire quoi? Si en plus, dans le même temps, l'IA supprime des postes. Alors, il y a un effet ciseau terrible, quoi. Hein. Alors, on pose ce genre de questions, un grand silence. Hein. Alors bon, on n'est pas là pour les mettre en difficulté. On est là pour les faire réfléchir collectivement en ayant un vaste panel de compétences, de connaissances, d'expériences. Et puis après, d'essayer de construire avec eux qu'est-ce qui est important pour vous. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que souvent les gens disent les scénarios catastrophes, on n'en veut pas parce que ça ne va pas arriver. C'est des scénarios trop repoussoirs, c'est trop facile d'y répondre. Il faut faire l'inverse de ce qu'ils disent. Oui, bon, d'accord. Mais en fait, c'est tendanciel quand même. Non, c'est pas ça qui est tendanciel. Le roi a dit que. Ah bon, si le roi a dit que, attention, faites attention. Alors, je plaisante à peine. Hein. Et donc, il y a quelquefois une ligne politique qui est posée sur la table. Donc, nécessairement, elle doit être intégrée dans le scénario. Bon, alors ça, il faut en tenir compte aussi. Parce que nous, bon, les Français, on n'est pas du tout dans ce schéma mental. Nous, ce sera presque l'inverse. Hein. On se complaît dans le scénario du pire. On adore se faire peur, quoi. Donc, et aller vers le bien, le positif, l'optimal, c'est plus difficile. Mais dans d'autres pays, c'est exactement l'inverse. Je me souviens d'une étude que j'avais faite en Afrique. Et alors, on avait travaillé avec des prospectivistes là-bas. Et alors, à la fin, ils ont sorti 6 scénarios. Et alors, bon, moi, j'essayais de comprendre leur manière de faire. Et c'est quand même la première fois de ma vie que je vois 6 scénarios, tous optimistes. Alors que le pays traversait une des crises les plus graves de son histoire. Et alors, ils m'ont répondu, mais évidemment, parce qu'on ne va pas rester dans la crise. Donc, forcément, on va aller vers le mieux. Alors, j'ai trouvé ça génial comme réponse. Hein. On va nécessairement aller vers le mieux. Bon, alors, sauf à quel degré? Voilà. Donc, pour eux, c'était, ça peut qu'aller mieux. Super. Alors, comment on y va? Alors, après, on travaille sur la transition, parce que pour eux, ils voient une espèce d'échelle verticale. Moi, je leur dis un escalier comme ça serait bien. Déjà, un faible pente, ça serait pas mal. Donc, voilà. Et vous voyez, ça, c'est très important. Et c'est en passant 3 jours avec les gens. Le premier jour, on fait connaissance. Deuxième jour, on travaille sur le fond. Et le troisième jour, généralement, on ne l'a pas, enfin, sauf dans les discussions après. Mais la fin du deuxième jour, on a eu le temps de s'écouter. On a dîné ensemble. C'était très important de partager un repas ensemble, hein, très, très important. Hein. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, on parle sans la cravate, sans les épaulettes, etc. On a des choses beaucoup plus personnelles sur le pays. Et on voit se discerner quel est le souci des gens, qu'est-ce qui revient de manière régulière, quels sont les mots-clés récurrents dans leur discours. Et ça permet de construire quelque chose, parce que nous, on arrive avec nos mots, des mots d'experts, des mots qui ont travaillé. Nous, on a des mots qui sont passe-partout, c'est facile à traduire en anglais, etc., etc. Mais quand on arrive dans un pays, c'est d'autres mots qui sont récurrents. Et alors, donc, on acquiert ce vocabulaire. Hein.
Quand on dit, quand tu parles avec un autre, commence par faire un dictionnaire. Voilà. Et ça, c'est très bien, ça. Donc, on apprend leur vocabulaire, leur manière de s'exprimer, qu'est-ce qui est important pour eux, etc. Et donc, nous, on évolue aussi. On n'est pas là pour délivrer une parole et puis après, au revoir, merci, c'était sympathique chez vous, et puis bon, on va au pays d'à côté. Non, on est là vraiment à l'écoute parce que ce qui est important, c'est que ça a été dit tout à l'heure par Héloïse, on va faire après une super synthèse du résultat. Et ce qui va être en commun de tous les pays, ça vaut de l'or. Parce que ça, c'est vraiment une volonté commune partagée. Le jour où vous dites 80% des pays de la Méditerranée ont mis en priorité 1, 2 ou 3 tel aspect, vous pouvez aller à l'Union européenne, leur dire, si vous mettez un programme là-dessus, c'est le jackpot. Parce que tout le monde va vous l'acheter, entre guillemets, parce que ça correspond à leur attente. Et on le sait parce qu'on est allé les voir, on leur a proposé un menu complet. Ils ont tous choisi parmi les plats ce plat-là. Donc c'est intéressant de leur servir ce plat-là, parce que c'est celui qu'ils ont envie de connaître. Voilà. Et ça, à mon avis, cette espèce de retour, c'est le danger de toutes les études, même sophistiquées, elles nourrissent les gens, mais individuellement. Si collectivement on peut avoir un retour, c'est extrêmement intéressant. Et même pour nous, dans notre propre travail, ajuster. À la limite, j'imagine même qu'on pourrait faire une édition augmentée du rapport 3 ans plus tard, en disant nous avons fait le tour des pays. Et dans nos conclusions, il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais qui ont été très peu reprises, et des choses qu'on n'avait pas vues, qui ont été dites par la majorité des pays. Donc ça pèse beaucoup plus lourd. Parce que là, ce n'est pas seulement 100 experts, c'est 22 pays qui auront exprimé par la voix de leurs experts. En général, on a entre 20 et 30 experts. Vous voyez, vous multipliez par 3 ou 4 la quantité de personnes qui vont réagir et qui vont continuer à contribuer, enrichir, améliorer, densifier le message. Et quand vous avez ça, parce que l'équivalent du boulot, c'est 5 à 6 ans, vous voyez, c'est du lourd. Hein. En comparaison, il n'y a pas grand-chose comme étude qui soit aussi solide que ça. C'est pour ça qu'on en fait une tous les 15 ans. Quand vous allez voir la Commission européenne en disant voilà le problème en Méditerranée ou à l'UPM ou n'importe quel bailleur de fonds à Washington ou ailleurs qui cherche des bons projets, ils ont des milliards de dollars mais ils cherchent des bons projets. Vous leur dites voilà un bon projet. Ah ouais, ça m'intéresse. Parce que derrière, il y a quand même un bagage de démonstration qui pèse extrêmement lourd. Quoi. Donc ça marche, ça va marcher. Si ce n'est à tous les coups, en tout cas, il y a de très fortes chances pour qu'il y ait une appropriation du projet par les pays parce qu'ils l'ont eux-mêmes exprimé. Et ça, c'est la clé. Hein. Répondre à un désir, c'est autre chose que de proposer quelque chose. Hein. La saturation de l'offre, hein, c'est l'hyperchoix paralyse. L'hyperchoix, c'est-à-dire, vous allez sur Internet, hein, Amazon, vous êtes saturé de... Bon, où est-ce que s'exerce votre choix ? Alors que si vous avez une pénurie, vous savez ce dont vous avez besoin. Et à ce moment-là, c'est un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Qu'est-ce qui est vital ? Et donc, en retirant, en allant jusqu'à la quintessence de ce que les pays attendent, vous pouvez construire quelque chose qui correspond vraiment à une attente. Merci beaucoup pour cette réponse très, très complète. Je vous rappelle que nous, on a commencé à travailler il y a 2 ans et demi. Certains pensaient qu'en 8 jours, on allait plier le truc. Hein. Voilà, donc, ou en 6 mois. Et donc, on continue. Et pour l'instant, on n'en est pas encore au scénario. Hein, on va en discuter demain. Voilà, on a ce qu'on appelle un socle prospectif, d'ailleurs, qui est en ligne, hein, qui est sur le site de l'Assemblée de Corse, que nous avons construit, que l'on teste aussi auprès de différents cercles, je dirais, de groupes représentatifs. Et on a impliqué la jeunesse, puisqu'il se trouve qu'on a une assemblée des jeunes. Donc, on leur a proposé des visions, des choses complètement délirantes, des fois d'ailleurs. Et voilà, et c'est bien parce qu'on recueille et on a fait une analyse comparative entre les retours que nous avons de l'échantillon de jeunes et le retour du Conseil économique et social où, je ne devrais pas le dire, mais la moyenne d'âge quand même est assez élevée au Conseil économique et social. J'en discute souvent avec la présidente Marie-Jeanne et Nicole. Voilà, et on voit les différences de projection et c'est fou, hein. Parce que finalement, et ce qu'il y a déjà, alors c'est pas en soi, c'est pas stabilisé, mais par exemple, le Conseil économique et social, je parle sous le contrôle de Corinne, est beaucoup moins inquiet que ne le sont les jeunes.
Les jeunes sont inquiets. Les jeunes sont inquiets. Il y a une inquiétude forte. Et ils seront morts avant, peut-être pas. Pas tous, c'est fondé, c'est statistique. Non, parce qu'ils ont une formation aussi... Parce qu'ils ont une formation, je dirais... voilà, il y a beaucoup de gens qui ont connu mai 68, qui ont une formation politique, et ils sont beaucoup plus... Ils croient en l'avenir, ils croient en la capacité d'innover, etc. Voilà, ils croient aux politiques. Alors que les jeunes qui se disent, eux, très politisés, parce que vous connaissez la couleur globalement de l'Assemblée Adi Adiouantou, l'Assemblée des jeunes en Corse, ils ont quand même une vision assez inquiète des choses, de l'avenir. Bon, je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'il leur tombe quand même beaucoup de choses sur le dos. Voilà, en gros, on est comme dans les années 30, le changement climatique en plus. Voilà, je veux dire, avec des Trump, des Poutine, il n'y a rien qui va, plus de perspective sur le plan budgétaire, c'est coincé, c'est bloqué, enfin bon, bref, où que l'on regarde, c'est quand même, il y a beaucoup de nuages, quoi. Donc, je comprends, je comprends forcément l'inquiétude. Mais pour vous dire que c'est passionnant en soi, au-delà du résultat que l'on aura et que vous avez eu, et pour lequel, évidemment, on se permet aussi de vous féliciter. On vous remercie encore de nous avoir fait partager ces scénarios. En soi, il y a un retour d'expérience à avoir sur la méthode elle-même. Voilà. Et je crois que c'est vraiment, sans forfanterie et sans utiliser des mots déjà galvaudés, c'est vraiment de la co-construction de l'avenir. Parce qu'en fait, on co-construit aussi non seulement une représentation que l'on se fait de l'avenir, mais on co-construit l'avenir, tout simplement, sans prétention. Voilà, parce qu'on s'informe, parce qu'on lit beaucoup, parce qu'on a des réunions comme ce soir, comme on en a eu d'autres, et qu'on met des mots et des chiffres sur des phénomènes soit avérés, le réchauffement climatique c'est fait, voilà, le vieillissement de la population, oui, ça existe, ça c'est attesté, ou des choses qui sont à venir. Voilà, et c'est comme ça qu'on se projette et que du coup, moi je partage votre avis, que finalement on est optimiste. Parce que les gens qui ne sont pas optimistes, ils ne construisent rien, ils se mettent sous la couette et puis ils attendent que ça y est, ça leur tombe sur la tête. Voilà. On n'est pas du genre couette, vous avez compris. Voilà. Et par contre, on est du genre à aller boire un coup tous ensemble. Voilà, et à trinquer à l'avenir. Président. Monsieur le maire. Non, juste deux mots pour vous remercier d'avoir organisé l'ensemble de ces conférences. Je sais que ce n'est pas terminé. Et remercier les deux intervenants, M. Lacroix et Mme Le Guérinel, pour la qualité de leurs interventions. Voilà. On est résolument optimistes. Et chacun, nous, on essaie de faire comme dans la théorie du colibri, on essaie de faire ce qu'on a à faire. Notre part. Et passer à 13 ouverts sur la Méditerranée. Ah oui, pas que sur la Méditerranée. Vous parliez de nord-sud, on a quand même une adjointe qui est partie quelquefois à l'ouest pour travailler avec les Turcs à l'est, pardon, avec les Turcs pour savoir comment ils arrivaient à appréhender, à gérer des espèces invasives. Il n'y a pas eu que ça, mais voilà. Et ça s'est terminé dans une cuisine en train de manger le crabe bleu. Non, mais voilà, c'est ce qui veut dire que vous disiez qu'ils étaient le sud et l'est sont souvent en avance. C'est vrai, sur ces dimensions-là, on le sait. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et on est optimiste parce qu'on se dit qu'on va être contraint, ce sera un plaisir pour nous, d'aller travailler avec nos frères du pourtour méditerranéen. Mais aussi, autre chose, c'est que la Méditerranée, moi, pour avoir été en Serbie, on sait, par exemple, que les fleuves qui se déversent dans la Méditerranée viennent souvent on parlait du Nil, l'Éthiopie, c'est 6000 km de l'estuaire du Nil, quoi. Ce qui veut dire qu'il faut aller chercher loin pour pouvoir trouver des équilibres dans beaucoup de matières. Voilà. Alors on a une superbe exposition sur la Méditerranée. Elle a vendu son produit à Gazette des Chances. Donc merci beaucoup. Merci à tous et merci à Corinne.